L'habit fait le moine. Le costume blanc à double boutonnage d'Armani à peine enfilé, au moment où Léo sortit de la cabine d'essayage, il était tout simplement sublime, plus impressionnant encore qu'un mannequin international. Un véritable cintre ambulant. Il était vraiment beau à en tomber par terre. La silhouette en V inversée de Léo, associée à un rapport épaule-taille parfait, ses bras musclés tendaient les manches, et ses pectoraux bien dessinés mettaient en valeur le costume, captivant le regard des vendeuses de la boutique Armani. Waouh! Les vendeuses qui observaient s'exclamèrent, stupéfaites par l'allure de magnate autoritaire que Léo dégageait dans son costume. La gérante de la boutique, émerveillée, le complimenta, magnifique. Ce costume blanc à double boutonnage d'Armani semble avoir été fait sur mesure pour vous. Il vous va à la perfection, vous êtes sublime. La vendeuse snob, Hélène, se gratta la tête en riant maladroitement. C'est vrai, il est très beau. Vêtu de son costume blanc, Léo, d'une beauté éclatante, haussa un sourcil et dit avec un sourire narquois. Servez-moi en me changeant les chaussures que je viens d'acheter, y a-t-il un problème? Non. Aucun problème. Hélène se précipita pour apporter une paire de chaussures de ville noire que Léo venait de payer. À contre-cœur, mais sans autre choix. Hélène ne put qu'esquisser un sourire forcé, s'accroupir devant Léo, et lui enfiler les chaussures derby noires d'Armani. J'ai été très impolie tout à l'heure, j'espère que vous me pardonnerez votre grandeur d'âme. Après avoir changé de chaussures, Léo se regarda dans le miroir de la cabine d'essayage. En costume et chaussures de cuir, il était d'une beauté inégalée. Il jeta un regard à la vendeuse qui, après s'être fait méchamment rembarrer, était devenue obséquieuse et flatteuse. Laissez tomber. S'abaisser à votre niveau ne vaut pas la peine. Léo afficha un air de mépris. Hélène, le visage contrit, força un sourire. Je vais absolument corriger mes erreurs, je n'oserai plus jamais juger les gens sur leur apparence. Les 3 costumes à double boutonnage, blanc, gris et noir, du même modèle, je les prends tous. Hélène, pour avoir snobé Léo, se fit méchamment rembarrer. Son visage passa du blanc au rouge, elle était extrêmement embarrassée. La gérante sourit et ordonna. Allez vite chercher les costumes à double boutonnage du même modèle en noir et gris, et emballez-les pour monsieur. Oui, madame la gérante. 3 costumes à double boutonnage d'Armani du même modèle, en blanc, gris et noir, chacun affiché à 38 000 yuans. Léo paya un total de 114 000 yuans par carte. Léo, en une seule visite à la boutique Armani, dépensa plus de 360 000 yuans. Jeune, beau, avec une silhouette parfaite et beaucoup d'argent, il fit tourner la tête de toutes les vendeuses de la boutique, qui ne purent s'empêcher de chuchoter, les yeux pleins d'admiration. Waouh! Ce monsieur si beau et si riche doit être un ancien mannequin, n'est-ce pas? C'est ça. Des clients masculins si jeunes avec une silhouette aussi parfaite et un visage si beau, on n'en voit pas beaucoup. Rien qu'en le regardant, je suis sous le charme. Si mon petit ami était aussi beau, je pourrais rire de bonheur même en rêvant en plein jour. Ah! Ne rêve pas. Un homme si beau et si riche, sa petite amie doit être d'une beauté exceptionnelle, une perle rare. Des vendeuses comme nous n'ont aucune chance. Hi hi. Le regarder quelquefois de plus ne coûte rien, ce monsieur est vraiment un plaisir pour les yeux. Juste après, Léo, en costume blanc à double boutonnage, chaussures derby noires, et lunettes de soleil à monture carrée en métal doré clair d'Armani, jeta les clés de son Audi A6 à la gérante de la boutique. La gérante, perplexe, « Monsieur, que voulez-vous dire? Ma voiture est garée au parking souterrain du centre commercial, place A, 32. Envoyez quelqu'un porter les vêtements que je viens d'acheter à ma voiture. » Oui, monsieur. Prenez tous les vêtements que ce monsieur vient d'acheter, emballez-les soigneusement, et portez-les à l'Audi garé à la place A, 32 du parking souterrain du centre commercial. Oui, madame la gérante. Hélène prit les clés de l'Audi A6. Les vendeuses de la boutique Armani s'exécutèrent rapidement. En tenue de magnate autoritaire, Léo, l'air imposant, quitta fièrement la boutique Armani du centre commercial. La vendeuse Hélène, qui s'était fait méchamment rembarrer, s'inclina. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bienvenue pour votre prochaine visite. La gérante, regardant Léo s'éloigner avec respect, s'inclina. Bonne route, monsieur, merci de votre visite, nous espérons vous revoir bientôt. Après avoir quitté la boutique Armani, Léo ne se précipita pas vers le parking du centre commercial, mais entra directement dans la boutique Hermès d'en face. La gérante d'Armani ne put s'empêcher de s'exclamer. Ce monsieur vient de dépenser plus de 360 000 yuans chez nous, et maintenant il entre dans la boutique Hermès d'en face. Il a vraiment un fort pouvoir d'achat. Juste après, la gérante regarda Hélène d'un œil mauvais et la réprimanda. À cause de votre snobisme, nous avons failli perdre un client très important.
Votre prime de ce mois-ci est annulée, faites votre autocritique. La prochaine fois que je vous vois discriminer les clients et les juger sur leur apparence, vous dégagez immédiatement. Hélène, en entendant cela, écarquilla les yeux et dit faiblement « Désolée, madame la gérante. Je n'oserai plus le faire. » La gérante jeta un regard à Hélène, fronça les sourcils et s'en alla. Hélène n'aurait jamais imaginé que ce Léo, si jeune, était un millionnaire discret. Pour avoir méprisé Léo, Hélène s'était fait méchamment rembarrer. Embarrassée au point de vouloir creuser un trou pour s'y cacher, elle se sentait extrêmement humiliée sous le regard de ses collègues. À la boutique Hermès, Léo acheta 2 ceintures de luxe, pour un total de 58 600 yuan. En descendant pour quitter le centre commercial, Léo passa devant la boutique Rolex et en profita pour acheter 2 montres Rolex du nouveau modèle de l'an 2000, une Daytona en acier noir et une en acier blanc, pour un total de 205 800 yuan. La Rolex Daytona 116 520 en acier blanc était affichée à 92 800 yuan en France. La Rolex Daytona 4130 en acier noir était affichée à 113 000 yuan en France. Léo acheta une noire et une blanche. Les 2 montres de la série Daytona, nouveau modèle de l'an 2000, étaient parmi les plus populaires de Rolex. La Daytona en acier noir et blanc est également l'un des modèles les plus réussis de Rolex à ce jour. Les 2 montres Daytona noire et blanche lancées en 2000 ont ajouté une page brillante à l'histoire de Rolex. La série Rolex Daytona est l'une des plus reconnaissables de la marque et l'un des modèles que de nombreux amateurs de montres se doivent de posséder, ce qui montre que Léo avait bon goût. Ding! Le système rappelle, le solde actuel sur la carte bancaire de l'hôte est de 373 400 yuan. Léo, vêtu de son costume blanc à double boutonnage d'Armani, portant une Rolex Daytona noire, des chaussures de cuir noir d'Armani, et des lunettes de soleil Armani doré clair sur le nez, était d'une beauté extrême. Le taux de regard qui l'attirait dans le centre commercial était incroyablement élevé. Les clientes croisées dans le centre commercial ne pouvaient s'empêcher de jeter plusieurs coups d'œil à ce Léo si beau, leur cœur battant la chamade. Qu'elle soit jeune fille ou jeune femme, tout était profondément attiré par la beauté illicite de Léo, le trouvant extrêmement séduisant. Parking Souterrain du Center Commercial. Hélène, la vendeuse de la boutique Armani, se tenait à côté de l'Audi A6, tendant les clés de la voiture avec les 2 mains. Gênée mais polie, elle dit en souriant « Bonjour, monsieur. Tous les vêtements de marque que vous avez achetés dans notre boutique Armani ont été placés sur le siège arrière et dans le coffre de votre voiture. Souhaitez-vous vérifier ? Pas la peine. » Léo prit les clés de l'Audi. La Rolex Daytona noire toute neuve à son poignet fut clairement vue par Hélène. À cet instant, Hélène se sentit extrêmement honteuse et humiliée, comme si elle était nue devant tout le monde. « Au revoir, monsieur. » Hélène s'inclina. Léo, au volant de son Audi A6 noir, quitta fièrement le parking souterrain du centre commercial, ne laissant derrière lui qu'une Hélène méchamment rembarrée, respirant les gaz d'échappement. Tellement gênant, tellement humiliant. Qui aurait cru que le clown, c'était moi. Tellement gênant que je n'ose même plus me regarder. Le lendemain matin. Le Starbucks de la rue Huaihai à Shanghai. C'était le premier Starbucks à ouvrir à Shanghai en 2000. Léo, vêtu de son costume noir à double boutonnage d'Armani, portant une Rolex Daytona blanche toute neuve, était assis à une table près de la fenêtre, lisant le Shanghai Daily. Il avait l'air extrêmement noble et élégant. « Monsieur, votre café latte. » Savourez-le lentement. Une serveuse en tablier vert apporta un café latte à la table de Léo. Elle jeta un regard timide à ce Léo si beau, pensant « Il est vraiment trop beau. » Merci. Léo plia son journal, sourit à la serveuse et lui donna un pourboire de 100 yuan. La serveuse, à la fois surprise et ravie, prit les 100 yuan de pourboire et ne put cacher sa joie, s'inclinant à plusieurs reprises pour le remercier. « Merci pour votre pourboire, monsieur. Passez une bonne et agréable journée. » La serveuse repartit, ravie. Pourquoi la serveuse était-elle si heureuse? Parce qu'en 2000, le salaire mensuel moyen à Shanghai n'était que de 1285 yuan. Léo dépensa 19 yuan chez Starbucks pour un café latte et donna un pourboire de 100 yuan à la serveuse. À cette époque, c'était absolument le geste d'un grand patron généreux. La serveuse de Starbucks, en 2000, recevoir un pourboire de 100 yuan, c'était naturellement une grande joie. Léo, sirotant son café latte, ouvrit son smartphone Nokia 9110 et consulta son logiciel de trading. L'action de Polytech Pékin avait ouvert en forte hausse. Il avait gagné 1,177 million de yuan en dormant. Le solde de son compte de trading était passé à 12,94 millions de yuan. En achetant des actions de Polytech Pékin, Léo avait gagné 27 points en 2 jours.
Après avoir déduit son capital initial de 10 millions de yuan, il avait réalisé un bénéfice net de 2,94 millions de yuan. Génial. Cette sensation de gagner de l'argent comme on boit de l'eau, c'est vraiment trop bon. Léo but son latte avec élégance, un sourire satisfait sur le visage. En 2000, le Starbucks de la rue Hue à Shanghai venait juste d'ouvrir. À cette époque, boire un café Starbucks était encore considéré comme très occidental et très chic. Léo, manipulant son logiciel de trading, vendit toutes ses actions de Polytech Pékin qui étaient en forte hausse. Le solde de son compte de trading était maintenant de 12,94 millions de yuan. L'action de Polytech Pékin était en tendance haussière sur 7 jours. Pourquoi Léo avait-il tout vendu pour réaliser ses bénéfices? La bourse chinoise fonctionnait selon le mécanisme T+1. Léo cherchait à maximiser ses profits. En vendant les actions de Polytech Pékin qui étaient en forte hausse aujourd'hui, et en utilisant les informations du système pour acheter une action qui pourrait monter aujourd'hui et ouvrir en hausse demain, il pouvait gagner plus d'argent à court terme. Ting. Recommandation d'action en forte hausse rouge rappel, l'action du groupe Montaigne, code 000354, va, aujourd'hui, partir de son cours le plus bas, et grâce à de bonnes nouvelles du secteur financier, connaître 3 jours consécutifs de forte hausse. Intéressant. L'épouse du PDG du groupe Montaigne, Camille Delacroix, est ma maîtresse, et le système me recommande d'acheter en masse les actions du groupe Montaigne. Léo, en pensant à la scène de la veille où il avait partagé des moments intimes avec la sublime Camille Delacroix, trompant le PDG du groupe Montaigne, Alexandre de Montaigne, ne put s'empêcher d'afficher un sourire malicieux. Ting. Rappel amical à l'hôte, l'action du groupe Montaigne montera en flèche dans 3 minutes. Ayant reçu le rappel du système, Léo, manipulant son logiciel de trading, acheta en masse les actions du groupe Montaigne au prix le plus bas de 10 points, utilisant les 12,94 millions de yuan de son compte. Ensuite, Léo sirota son latte, parcourut le Shanghai Daily, et profita de ce bon moment du matin. 3 minutes plus tard. Ting. Le système rappelle que l'action du groupe Montaigne est passée de 10 points de baisse à une hausse fulgurante. L'hôte a réalisé un gain de 20 points, avec un bénéfice boursier de 2,7174 millions de yuan aujourd'hui. Sans exagérer, la fortune de Léo, comme des champignons après la pluie, se multipliait rapidement. Léo jeta un coup d'œil à son téléphone Nokia 9110. Le solde de son compte de trading était passé à 15 657 400 yuan. Trop fort. En seulement 2 jours, j'ai gagné plus de 5,6 millions de yuan en bourse. Gagner de l'argent facilement n'est plus un rêve lointain. Léo, grâce au système d'alerte informationnelle universel, investissait en bourse et gagnait de l'argent comme si de rien n'était, avec une facilité déconcertante. Après avoir fini son café, Léo regarda sa montre Rolex. Il était 10 heures du matin. Il lui restait 1h30 avant de se rendre en voiture à la nouvelle résidence de luxe de Gubei pour le déjeuner chez sa camarade de classe et reine de beauté du lycée, Zoé Bernard. Ting. Rappel amical, l'hôte n'a pas encore effectué son enregistrement système quotidien. L'enregistrement système peut rapporter de riches récompenses. Alors n'hésitons pas, enregistrons-nous tout de suite. Ting. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé l'enregistrement système d'aujourd'hui, obtenant la compétence au niveau maximal maître de la guitare. Le niveau de guitare de l'hôte est maintenant dans le top 10 mondial. Vous pouvez enflammer les barres rock à volonté. Clac. Léo, excité, claqua des doigts. Génial. Avec la compétence au niveau maximal maître de la guitare, pour me la péter et draguer les filles, c'est vraiment comme avoir des ailes. Trop fort. Mais j'ai oublié de m'enregistrer hier, n'est-ce pas très dommage? Le système répondit, l'hôte a 3 cartes de rattrapage d'enregistrement par mois. Si vous oubliez d'effectuer l'enregistrement système quotidien, vous pouvez les utiliser pour vous rattraper. Alors n'hésitons pas, utilisons une carte de rattrapage pour m'enregistrer pour hier. Ting. L'hôte s'est rattrapé avec succès pour l'enregistrement système d'hier, obtenant la compétence au niveau maximal maître du chant. L'hôte a maintenant une voix envoûtante, capable d'interpréter parfaitement divers genres et styles de chansons. Dès que vous ouvrez la bouche, vous pouvez surprendre tout le monde. Trop cool. Trop cool. Maintenant, je peux peut-être devenir chanteur. Un homme qui chante bien est encore plus apprécié des femmes. On dirait que si je veux ne pas être apprécié des femmes, ça devient un peu difficile. Vêtu de son costume noir à double boutonnage, Léo, portant des lunettes de soleil Armani noires, prit les clés de son Audi assis sur la table et quitta le Starbucks. Au revoir, monsieur, bienvenue pour votre prochaine visite. La réceptionniste du Starbucks le salua avec un sourire. Léo hocha légèrement la tête,
quitta le Starbucks avec politesse et courtoisie. La réceptionniste du Starbucks, regardant le dos incroyablement beau de Léo, se couvrit la bouche de surprise, émerveillée. Waouh, cet homme est trop beau. Un client masculin plus beau qu'une star de cinéma, c'est la première fois que j'en vois un. Il m'a juste jeté un coup d'œil, et mon cœur s'est emballé en un instant. Après avoir quitté le Starbucks, Léo démarra son Audi A6 noir. En mettant son clignotant, il vit une jeune femme d'une beauté époustouflante et d'une allure hautaine, l'héritière d'un magnate, frapper à la vitre de sa voiture. Toc toc. Léo baissa la vitre du siège conducteur et vit une jeune femme d'une beauté céleste, indescriptible. Bonjour. Puis-je vous aider? Demanda Léo. La jeune femme, l'héritière d'un magnate, regarda Léo, noble et élégant, et demanda avec un grand scepticisme, en clignant de ses beaux yeux, qui êtes-vous? L'Audi A6 au nom de ma belle-sœur, Camille Delacroix. Pourquoi est-ce vous qui la conduisez? Léo, en entendant cela, retira ses lunettes de soleil et observa attentivement la jeune femme hautaine. Elle avait de longs cheveux noirs légèrement ondulés qui tombaient nonchalamment sur ses épaules. Son petit visage, d'une beauté exquise, était relevé. Ses beaux yeux, clairs comme de l'eau, vous regardaient sans vous voir, comme si le monde entier n'existait pas pour elle. Ses lèvres fines, légèrement pincées, étaient roses et brillantes. Chaque geste dégageait une froideur élégante, cachant une richesse et une noblesse infinie. Un seul regard suffisait pour être ébloui. Ding! Le système d'informations universel afficha une notification. Nom, Inès de Montaigne. Sexe, féminin. Groupe sanguin, B. Âge, 26 ans. Taille, 169 cm. Poids, 54,8 kg. Mensurations, Poitrine 94 cm, Taille 61 cm, Handjes 89 cm. Statut marital, célibataire, sans petit ami. Profession, directrice des opérations du groupe Montaigne. L'héritière dorée de la famille financière Montaigne de Shanghai, héritière du groupe Montaigne. Désir profond, adepte du célibat, elle a un faible pour les beaux hommes mais cache un C. Heure de jeune fille. Elle perd facilement ses moyens face aux jeunes hommes beaux, doux, attentionnés, émotionnellement stables et au charme innocent de jeunes chiots. Léo fut stupéfait lorsque le système d'informations universel lui révéla que la sublime beauté qui frappait à sa fenêtre était la belle-sœur de Camille Delacroix, Inès de Montaigne. C'était une surprise. Alors, Léo passa en mode jeune chiot, un jeune homme innocent et adorable, en une seconde. Il sortit rapidement de la voiture et, d'un air docile, dit en souriant, « Sœur Inès, vous ne vous souvenez pas de moi ?» Inès de Montaigne n'avait jamais rencontré Léo, elle ne pouvait que demander, « Vous êtes ?» La voix de Léo était incroyablement douce, ses yeux clairs et brillants. Il mentit. « Je suis le cousin éloigné de votre belle-sœur Camille Delacroix. Je m'appelle Léo, Léo comme le lion, et je suis un romantique. Appelez-moi Léo, ça ira. » Inès de Montaigne, à moitié convaincue, à moitié dubitative. « Je ne savais pas que ma belle-sœur avait un cousin éloigné aussi grand, riche et beau. » Léo sourit innocemment. « Sœur Inès, il n'est jamais trop tard pour le savoir. » Inès de Montaigne, appelée Sœur Inès par Léo, se sentit un peu gênée. Elle cligna de ses grands yeux magnifiques, regarda ce Léo propre, beau et au tempérament frais, et demanda « Vous m'appelez Sœur Inès dès notre première rencontre, nous nous sommes déjà vus. » Léo mentit. « Au mariage de votre belle-sœur, nous nous sommes déjà vus. Je n'ai vu Sœur Inès qu'une seule fois, mais sa silhouette belle comme une fée est restée gravée dans ma mémoire, me faisant penser à vous jour et nuit. Sœur Inès, vous êtes vraiment très belle, comme une fleur printanière. C'est vraiment merveilleux de vous revoir. » Léo, en mode jeune chiot, dit cela et serra soudainement Inès de Montaigne dans ses bras. Une étreinte chaleureuse et pure, une étreinte irrésistible, qui fit ressentir à Inès une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La beauté et la justice. Peut-être parce que Léo était grand, beau et séduisant, Inès de Montaigne fut un peu prise au dépourvu. Dans les bras de Léo, son cœur battait comme un tambour, c'était le coup de foudre. « You. Léo, qu'est-ce que vous faites? Nous ne sommes pas si proches. Comment pouvez-vous me prendre dans vos bras en public sans mon consentement ?» Le cœur battant, Inès de Montaigne, le visage rougi, repoussa Léo. Léo, d'un air innocent, se gratta la tête en riant maladroitement. « Pardon, sœur Inès. Je suis juste un peu trop heureux de vous voir. J'ai imaginé d'innombrables fois la scène de notre rencontre, je n'aurais jamais pensé vous voir au parking du Starbucks, vous que je désirais jour et nuit. Sœur Inès, je suis votre grand fan. Ne soyez pas en colère contre moi, d'accord. » Léo dit cela et prit la petite main chaude d'Inès de Montaigne, la regardant avec tendresse.
Tel un jeune homme amoureux, innocent, adorable, beau et doux, il fit fondre le cœur de l'héritière du magnat Inès de Montaigne. Léo, vous m'avez serré dans vos bras tout à l'heure, et maintenant vous me tenez la main. Le petit visage d'Inès de Montaigne rougit, son cœur s'accéléra, et sa poitrine se souleva avec force. Les mains de sœur Inès sont comme du jade, fines, blanches et douces, comme une crème soyeuse. Je les tiens doucement, comme si je tenais la chaleur du monde entier. Inès de Montaigne, en entendant cela, pinça les lèvres et sourit. « Léo, votre bouche est si douce. » C'est la première fois qu'un homme me caresse la main de manière aussi inappropriée, mais le dit de manière si romantique et esthétique. On dirait que ce jeune homme est un expert de la drague. Léo continua de tenir la main d'Inès de Montaigne, d'un air profond. L'amour n'est sans qu'on le sache, le cœur est épris, l'amour est profond. Depuis que j'ai assisté au mariage de votre belle-sœur, juste pour vous avoir aperçu dans la foule, cela a stupéfié le temps. Depuis ce jour, je n'ai jamais pu oublier votre visage. Aujourd'hui, je vous revois, vous êtes toujours aussi belle que la première fois. Ma sœur, donnez-moi une chance de vous connaître davantage. Inès de Montaigne cligna de ses yeux brillants comme l'eau d'automne, regarda ce Léo beau et étranger, qui lui faisait une déclaration d'amour si profonde. Son esprit devint vide, perdu dans les yeux profonds et séduisants de Léo. Inès de Montaigne, dans les yeux noirs et profonds de Léo, vit des étoiles et un océan, de l'affection et de la sincérité. Son cœur ne put s'empêcher de battre la chamade, mais elle dit le contraire de ce qu'elle pensait. « Je ne crois pas un mot de ce que vous dites. » Léo, où avez-vous appris ces mots d'amour? Léo continua de tenir la main d'Inès de Montaigne, d'un air profond. « Chaque mot que je vous dis, sœur Inès, vient du fond de mon cœur. » Léo, arrêtez de me tromper. Si vous avez eu le coup de foudre pour moi au mariage de mon frère et de Camille Delacroix, pourquoi, après si longtemps, n'êtes-vous pas venu me chercher? Léo, le visage sincère, menti. Sœur Inès est l'héritière d'un magnate. À l'époque, j'étais encore un étudiant pauvre et inconnu, je n'osais pas viser trop haut. Léo, et maintenant, vous pouvez viser plus haut. Léo dit sérieusement en blaguant. Pour être digne de vous, sœur Inès, après notre dernière rencontre, j'ai commencé à travailler dur, mon cœur libre de toute attache, je me suis concentré sur mes études. Maintenant que j'ai enfin réussi mes études, que j'ai une voie pour m'enrichir, que la fortune me sourit, j'ose enfin vous avouer mes sentiments. Aujourd'hui, nous nous revoyons, les sentiments sont comme le feu rencontrant le vent, ils se ravivent. Inès de Montaigne, émue, dit « Vos mots d'amour m'ont vraiment touché, et j'admets que vous êtes très beau, particulièrement attirant, mais je ne vous ai rencontré qu'aujourd'hui. Je suis la deuxième demoiselle héritière de la famille Montaigne. Jamais un homme n'a osé me tenir la main en public, me faire une déclaration d'amour aussi effrontée, et troubler mon cœur. Léo, le fait que j'accepte encore que vous me teniez la main, cela m'a déjà un peu surprise moi-même. Peut-être que je suis célibataire depuis trop longtemps, et que je convoite un peu votre douceur. Mais je ne sais pas si les mots d'amour de Léo sont vrais ou faux, ni si votre approche a un autre but. Je ne peux même pas confirmer pour le moment si vous êtes vraiment le cousin éloigné de ma belle-sœur Camille Delacroix. Dans de telles circonstances incertaines, comment oserais-je accepter facilement votre déclaration d'amour? Le regard de Léo était brûlant. Il regarda Inès de Montaigne et répondit d'un air profond. « Pardon, sœur Inès. C'est que je n'ai pas pu retenir mes sentiments un instant, mais vous aimer, c'est quelque chose que je ne peux contrôler. En fait, ma façon d'exprimer mon amour est très subtile, mais aujourd'hui, après tant de jours de séparation, en vous revoyant, sœur Inès, j'étais un peu trop excitée, et j'ai eu du mal à retenir les nombreux mots d'amour que j'ai réprimés pendant si longtemps. » Inès de Montaigne, le visage rouge et le cœur battant, regarda ce grand et beau Léo, et, le souffle court, dit « Pas possible. Léo, vous avez soudainement fait irruption dans mon monde, vous m'avez bombardé de mots d'amour qui ont fait chavirer mon cœur, et maintenant mon esprit est confus. Vous. Laissez-moi un peu de temps pour réfléchir. Mon cerveau est sur le point de griller, je dois me calmer. Calme-toi. Je dois absolument me calmer. Ne me regardez pas avec un regard si profond, Yeah. En fait, je ne vous connais pas très bien. Inès de Montaigne, le cœur battant comme un tambour, retira sa main de celle de Léo, évitant son regard brûlant. Elle se couvrit les joues brûlantes, prit de profondes inspirations pour essayer de se calmer. Léo continua son offensive. « Pardonnez ma passion, car vous êtes la déesse que j'ai aimée au premier regard, celle à qui je pense jour et nuit. Sœur Inès, pouvez-vous sentir mon amour ardent pour vous ?» Inès de Montaigne, le visage rouge et le cœur battant, se perdit dans les yeux profonds du jeune chiot, ressentant une chaleur et une affection qu'elle n'avait jamais connue.
Pour une raison inconnue, à cet instant, l'héritière du magnate, Inès de Montaigne, appréciait beaucoup le sentiment d'être aimée. Parce que, comme on dit, celui qui n'a pas honte est invincible. Léo, sans rougir ni vaciller, prononça des mots d'amour qui donnaient la chair de poule. Ses compétences en drague étaient dignes d'être enseignées à l'école de cinéma. Inès de Montaigne regarda directement dans les yeux clairs et brillants de Léo, et dit calmement, « Vos mots d'amour sont clairement faux, mais pourquoi sont-ils si agréables à entendre ? Dites-moi, Léo, voulez-vous mon argent, ou mon corps ?» Léo, d'un air offensé, répondit, « Vous méprisez quelqu'un qui vous admire et vous chérit, c'est ne pas vous respecter vous-même. » Inès de Montaigne sourit et demanda, « Pourquoi dites-vous cela ?» Léo fronça légèrement les sourcils, et d'un clin d'œil, répondit, « Parce que mépriser les sentiments des autres, c'est se mépriser soi-même. Dans mon monde émotionnel, sœur Inès, vous êtes la première visiteuse. Vous avez déjà occupé mon cœur. Maintenant, je veux juste vous acheter le monde entier. Vous choyez au point que vous ne puissiez plus vous débrouiller seule. » Inès de Montaigne, un peu émue, ne put s'empêcher de sourire doucement. « Léo, votre bouche est si douce. Vos compétences en drague sont sur le point de me vaincre. Je suis la deuxième demoiselle héritière de la famille Montaigne. Tout ce que je veux, je peux l'obtenir facilement. C'est la première fois qu'un homme ose me dire qu'il veut m'acheter le monde entier et me choyer au point que je ne puisse plus me débrouiller seule. Léo, avez-vous vraiment les moyens de me choyer ? » Inès de Montaigne, d'un air hautain, regarda Léo, beau et radieux, d'un air provocateur. Léo, le jeune chiot plein de virilité, serra soudainement la sublime Inès de Montaigne dans ses bras et l'embrassa de force, la laissant si choquée que son esprit devint vide. Inès de Montaigne fut immédiatement sidérée. Son petit visage rougit oublia de résister. L'héritière du magnate, adepte du célibat, Inès de Montaigne, son petit cœur ne put s'empêcher de battre la chamade. Elle sentit le parfum léger sur Léo, respira son souffle. Léo, d'un air profond, leva le petit visage d'Inès de Montaigne et dit, « Ce baiser scelle notre amour. À partir de maintenant, nous nous souviendrons l'un de l'autre et nous nous aimerons. » Après être revenue à elle, Inès de Montaigne évita le regard brûlant de Léo. Son cœur battait comme un tambour, elle était sur le point de suffoquer, mais elle était aussi un peu insatisfaite, convoitise la douceur du jeune chiot. « Léo, vous, qu'est-ce que vous venez de me faire ?» Le joli visage d'Inès de Montaigne était brûlant. Elle regarda Léo, beau et grand, avec incrédulité, réalisant seulement maintenant qu'il avait profité d'elle. Léo répondit, « C'était mon premier baiser, sœur Inès, vous devez prendre vos responsabilités envers moi. » Inès de Montaigne s'essuya les lèvres avec dégoût, son petit visage rougit. Elle gronda, « Léo, qu'est-ce que vous faites ? Que ce soit votre premier baiser ou non, je ne le sais pas, mais vous m'avez volé mon premier baiser. Je suis vaincue. » Léo, comment osez-vous faire ça ? Léo, surpris, sœur Inès a 26 ans, et vous avez encore votre premier baiser. Inès de Montaigne se mordit les lèvres rouges, piétinant comme un petit poisson globe, elle répondit avec agacement. « Je suis toujours adepte du célibat, je n'ai jamais été amoureuse. » « Espèce de sale gosse, rends-moi mon premier baiser. » Léo sourit joyeusement. « Aujourd'hui, l'État vous a assigné un partenaire. Votre vie de célibataire, sœur Inès, peut maintenant être déclarée terminée. PFF. » Inès de Montaigne jeta un regard méprisant à Léo. « Léo, si je porte plainte maintenant, vous serez arrêté pendant 15 jours pour attentat à la pudeur en public. Sœur Inès m'aime tellement. Comment pourriez-vous supporter de porter plainte et de me faire arrêter pendant 15 jours ? » Inès de Montaigne dit avec lassitude, « Je ne vous connais pas. Même si vous m'aimez et que vous avez un faible pour moi depuis longtemps, vous ne pouvez pas m'embrasser de force dès notre première rencontre. » Léo répondit avec arrogance, « Peu importe, tu te débrouilles pour m'aimer. Parmi plus d'1 milliard de Chinois, je ne te donne que la chance d'être ma petite amie. Ne sois pas ingrate. » Inès de Montaigne, en entendant cela, ne put s'empêcher de rire. Elle s'accroupit et rit jusqu'à en avoir mal au ventre. « Léo, tu es à la fois innocent et féroce, tu es venu pour faire le clown. » Léo, se lissant les cheveux d'un air dandy, répondit, « Je ne suis pas venu pour faire le clown. Je représente l'amour et la justice, je suis venu aider sœur Inès à sortir du célibat. Léo, vous m'avez serré dans vos bras, vous m'avez tenu la main, et tout à l'heure vous m'avez embrassé de force. Arrêtez-vous là. Je suis une adepte du célibat convaincue, je n'ai pas l'intention de tomber amoureuse pour le moment. Si vous m'aimez vraiment, pourriez-vous me respecter ?» Léo plissa les yeux et sourit faussement. « Sœur Inès, je peux être doux, je peux être dur, je peux être tendre. Je peux être fort, je peux être souple, je peux être autoritaire.
Quel que soit le type d'homme que vous aimez, je peux le changer à volonté. M'aimer, c'est une bonne affaire pour vous, ne faites pas la difficile. Léo lui lança un clin d'œil. PFF, Léo, vous vous vantez. Même si j'ai un faible pour les beaux hommes, et que je viens juste de vous rencontrer aujourd'hui, j'ai été attiré par votre beauté jusqu'à la moelle. J'ai même eu un petit coup de cœur, c'est la première fois de ma vie que j'ai l'idée de tomber amoureuse. Mais votre bouche est si douce, vous êtes un expert de la drague, je ne tomberai pas dans votre piège. Me draguer, ce n'est pas aussi facile que vous le pensez. Léo, d'un air profond, répondit. Sœur Inès, vous êtes trop sur vos gardes. Pour briser vos préjugés, je ne peux que vous chanter la chanson d'amour que j'ai écrite en pensant à vous. Inès de Montaigne, en entendant cela, essuya une sueur froide, clairement incrédule. Vous auriez même écrit une chanson d'amour pour moi? C'est un peu étrange. Léo, d'un air mystérieux. Sœur Inès, attendez-moi là, je reviens tout de suite. Léo, vous êtes si mystérieux, qu'est-ce que vous allez faire? Léo traversa la rue et se dirigea directement vers le magasin de musique d'en face. En un temps record, il acheta une guitare et revint, haletant, à côté d'Inès de Montaigne. Léo, vous n'avez pas vraiment écrit une chanson d'amour pour moi, n'est-ce pas? Léo, tenant sa guitare toute neuve, répondit d'un air profond. J'ai écrit une chanson pour vous, sœur Inès, intitulée « Je veux te chanter ». Les paroles sont un duo homme-femme, réservé pour notre mariage, nous chanterons ensemble tendrement. Inès de Montaigne, en entendant cela, transpirait abondamment. Pas possible, Léo. Vous n'avez même pas réussi à me draguer, et vous avez déjà écrit la chanson de notre mariage. Léo, l'acteur né, répondit avec sincérité, c'est ça. Le nom de notre enfant après le mariage, je l'ai déjà choisi. Si c'est une fille, elle s'appellera Léo Inès, mon nom de famille, avec un caractère de votre prénom. Qu'en pensez-vous? Inès de Montaigne, un peu émue, mais incrédule. Léo, vous ne me trompez pas, n'est-ce pas? Léo évita la question et répondit. Si c'est un garçon, il s'appellera Léon, mon nom de famille, avec un caractère de votre prénom qui sonne de la même façon, ça sonne bien, non? Léo, vous êtes vraiment doué. J'avoue que je suis sous le charme. Les compétences en drague de ce jeune homme ne sont pas simples. J'ai failli croire à vos paroles étranges. Alors, maintenant, chantez-moi la chanson que vous avez écrite pour notre duo de mariage. Inès de Montaigne semblait très impatiente. Léo gratta les cordes de sa guitare, utilisant sa compétence au niveau maximal maître de la guitare. Il commença à jouer l'introduction de « Je veux te chanter » sur le trottoir. Sa voix douce et romantique, dès les premières notes, stupéfia Inès de Montaigne. En costume de magnate, Léo, tenant sa guitare, chantait avec une profonde émotion. L'image était d'une beauté illicite. Inès de Montaigne, en l'écoutant, était comme hypnotisée, ses oreilles sur le point de tomber amoureuse. Je volks te chanter. Tant que la jeunesse est comme une fleur. Laisse les fleurs s'épanouir à leur guise. Embellissant tes années, ma branche. Qui pourrait te remplacer? Tant que tu es jeune, aime de tout ton cœur. Ma plus chère. Nous irons ensemble sur le long chemin. Je chanterai pour toi. Je chanterai pour toi. Donne-moi ton sourire pur et innocent. Nous aurons sûrement des jours heureux. Heureux, vastes. Je chanterai pour toi. Je chanterai pour toi. Avec mon amour ardent, puis-je te toucher, d'accord? Les années sont précieuses. Pour se souvenir, pour regretter. La rougeur timide. Qui pourrait te remplacer? Ton visage. Tant que tu es jeune, aime de tout ton cœur. Ma plus chère. Nous irons ensemble sur le long chemin. La voix de Léo était très apaisante. Inès de Montaigne, en l'écoutant, était pleine d'aspiration. Après que Léo eut fini sa chanson, l'héritière du magnate, Inès de Montaigne, était devenue sa fan. Elle applaudit généreusement, stupéfaite, cette chanson est vraiment belle. Léo, vos compétences en chant et en guitare sont meilleures que celles d'un chanteur professionnel, et vos compositions sont encore plus incroyables. Vous êtes vraiment talentueux. En écoutant votre performance, j'ai l'impression d'une douce brise printanière, d'un murmure agréable à l'oreille, c'est très doux, j'ai très envie de tomber amoureuse de vous. Léo, en entendant cela, rayonnait de joie. Ma chère sœur Inès, cette chanson, Je veux te chanter, que j'ai écrite pour vous, nous la chanterons à notre mariage. Vous porterez une robe de mariée blanche, je porterai un costume élégant, nous nous tiendrons la main avec bonheur et romantisme, et nous chanterons en duo pour tous les invités. N'est-ce pas une belle image? Inès de Montaigne, profondément émue, confirma à nouveau. Léo, cette chanson, vous l'avez vraiment écrite pour moi.
Léo regarda dans les yeux brillants comme l'eau d'automne d'Inès de Montaigne et répondit d'un air profond. Rencontrer Inès une fois, c'est perdre sa vie. Qui pourrait te remplacer? C'est fini. C'est fini. Léo, vous êtes vraiment doué. Vous avez vraiment écrit une chanson aussi romantique et agréable à l'oreille, préparée pour notre duo de mariage. Je suis sur le point de tomber amoureuse de vous. Jamais un homme ne m'a traité avec autant d'attention, et je n'arrive pas à y croire. Léo, dites-moi la vérité. Vous n'êtes pas vraiment venu m'aborder parce que je suis l'héritière d'un magnate, pour me tromper et me voler mon argent et mon corps, n'est-ce pas? Léo, beau, tenant sa guitare, répondit lentement et profondément. Si je vous trompe, alors je vous tromperai toute ma vie. PFF, si l'on pouvait croire les paroles des hommes, alors les cochons voleraient. Léo, d'un air profond. On dirait qu'une seule chanson d'amour ne suffit pas à ce que sœur Inès m'ouvre son cœur. Alors, après avoir chanté la prochaine chanson, Anne Bridge, que j'ai écrite pour vous, comment réagirez-vous? L'introduction de Anne Bridge commença. Même le chien qui passait par l'assemblée regrettait quelque chose. Inès de Montaigne, ne réalisant pas encore que Anne Bridge était le coup de maître de Léo, dit avec désinvolture, « D'accord. Je veux bien entendre à quel point cette chanson, Anne Bridge écrite, pour moi peut être agréable à l'oreille. » Léo commença à gratter les cordes, à frapper la caisse, à jouer l'introduction de Anne Bridge. Dès que la mélodie mélancolique commença, Inès de Montaigne fut immédiatement plongée dans l'émotion. Dès que Léo commença à chanter, Inès de Montaigne, en l'écoutant, sentit son cœur se serrer inexplicablement. « Laisse-moi te regarder encore une fois, du sud au nord. Comme si la 5e rocade me cachait les yeux. Raconte-moi encore une fois l'histoire de ce jour-là. La fille tenant une boîte et l'homme essuyant sa sueur. Je sais que ces étés, comme la jeunesse, ne reviendront pas. Remplacer les rêves ne peut être que contraint. Je sais que les fanfaronnades soufflées s'en iront avec la jeunesse, en souriant. Laisse-moi rester dans cette ville pour me souvenir de toi. Laisse-moi goûter encore une gorgée de vin d'automne. Continue d'aller vers le sud, si tu ne peux pas partir, ce sera trop long. Laisse-moi entendre encore une fois ces mots si beaux. Rentre à la maison, je t'attends. Je sais que ces étés, comme la jeunesse, ne reviendront pas. Remplacer les rêves ne peut être que contraint. Je sais que les fanfaronnades soufflées s'en iront avec la jeunesse, en souriant. Laisse-moi rester dans cette ville pour me souvenir de toi. Je sais que ces étés, comme toi, ne reviendront pas. Je n'attendrai plus personne. Je sais que ce monde, chaque jour, il y a trop de regrets. Alors, va-t'en. Léo, tenant sa guitare, finit sa chanson. L'écho de Anne Bridge était si puissant qu'Inès de Montaigne, en l'écoutant, avait les yeux rougis. Elle mit longtemps à sortir de l'émotion, oubliant même d'applaudir. Inès de Montaigne, incapable de se calmer, demanda « Léo, votre monde est-il si sombre? Vous venez juste de finir l'université. Comment pouvez-vous écrire une chanson folklorique si triste, et pourtant si sophistiquée ?» Léo regarda les yeux brillants et humides d'Inès de Montaigne, et répondit d'un air profond. « Et si aimer sœur Inès sans pouvoir l'obtenir était le regret de ma vie ?» Inès de Montaigne et Léo se regardèrent dans les yeux, émus par la profondeur et le talent de Léo. Les yeux pleins de larmes, elle sourit. « Léo, vous n'êtes pas là pour me draguer, vous êtes là pour me tuer. Sœur Inès, je vous ai fait pleurer d'émotion. » Inès de Montaigne renifla, essuya ses larmes et dit avec force. « C'est le vent apporté par cette chanson qui m'a mis du sable dans les yeux. Cette chanson est si impuissante, si pleine de regrets, en l'écoutant, on ressent de l'amertume et de la résignation. Vous tenez la guitare, le souvenir est comme une chanson, juste pour échanger un sourire d'Inès, pourquoi êtes-vous si triste? Léo, vous devez comprendre que tous les amours n'ont pas de fin heureuse. Certaines personnes, rien qu'en se rencontrant, ont déjà épuisé toutes leurs chances. Pourquoi souffrir ainsi? Léo répondit profondément. Si m'aimer est aussi votre destin, sœur Inès, ne résistez pas à votre destin. À partir de maintenant, que nous nous souvenions l'un de l'autre et que nous nous aimions. Ah! L'héritière du magnate, Inès de Montaigne, rit. Se regardant tendrement avec Léo, son sourire était si beau. Ils confirmèrent par le regard, enfin, ils avaient trouvé la bonne personne. Inès de Montaigne n'accepta pas explicitement de sortir avec Léo, mais ne le rejeta pas non plus. Son attitude était ambiguë, peu claire, mais ressemblait davantage à une acceptation tacite. À cet instant, le nœud du célibat d'Inès de Montaigne fut dénoué. Inès de Montaigne n'avait jamais ressenti un amour aussi intense. Elle avait perdu toute résistance face à Léo, et aspirait à une douce relation avec lui, une relation grande sœur petit frère. Les maîtres se mesurent, s'arrêtant au bon moment.
Léo jeta un coup d'œil à sa montre Rolex, puis sourit joyeusement. Ma chérie, j'ai une réunion importante à midi, je ne peux que m'excuser de ne pas pouvoir t'accompagner. You. Je n'ai même pas encore accepté de sortir avec vous. Comment pouvez-vous déjà m'appeler votre chérie? Le petit visage d'Inès de Montaigne rougit instantanément. Le regard d'une personne amoureuse ne peut être caché, les yeux de sœur Inès vous ont trahi. Léo ouvrit le coffre de son Audi A6, y rangea sa guitare, puis, d'une voix douce et séduisante, dit « Ma chérie, j'ai encore beaucoup de chansons que j'ai écrites pour toi, que je ne t'ai pas encore chantées. Aujourd'hui, le temps presse, la prochaine fois, je te chanterai des chansons d'amour encore plus belles que j'ai composées. » Inès de Montaigne, le visage plein de tendresse, répondit « D'accord. » Léo s'approcha de la belle et émouvante Inès de Montaigne et demanda malicieusement « Ma chère sœur Inès, voulez-vous un baiser d'adieu ?» You. Inès de Montaigne n'eut pas le temps de réagir qu'elle fut à nouveau prise au dépourvu par Léo. Inès de Montaigne, à la fois timide et honteuse. « Léo, vous. Comment osez-vous encore profiter de moi ?» Léo serra la taille d'Inès de Montaigne et répondit d'un air profond. « Sœur Inès est belle comme une fleur épanouie, je n'ose pas l'accueillir, de peur de déranger votre orchidée mystérieuse. Je ne peux qu'effleurer vos lèvres, pour apprécier votre beauté exquise. » You. Léo, vous êtes vraiment doué. C'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de profiter d'une femme de manière aussi sérieuse, esthétique et romantique. Inès de Montaigne se mordit les lèvres rouges, insatisfaite. Léo, d'une main douce, dégagea une mèche de cheveux du front d'Inès de Montaigne, et dit d'une voix intime et ambiguë. « Vos lèvres ne sont pas des lèvres, c'est l'aube aux Maldives. » Ha ha. Inès de Montaigne leva son joli visage et demanda d'un air enjoué. « Et ma taille ?» Le coin des lèvres de Léo se releva en un sourire narquois. « Votre taille n'est pas une taille, c'est le sabre mortel de Zorro. » Ha ha. Inès de Montaigne riait si joliment. Inès de Montaigne se couvrit la bouche et rit doucement. « Léo, vous n'êtes pas un expert de la drague, n'est-ce pas ?» Léo, d'un air mélancolique, répondit lentement et profondément. « Votre sourire est comme une brise printanière enivrante, qui agite mon cœur amoureux. Vous êtes vraiment très belle. Mon sourire, est-il vraiment aussi beau que vous le dites ?» Léo répondit doucement. « Le vent printanier sur 10 miles ne vaut pas le sourire d'Inès. » D'accord. D'accord. Je suis complètement vaincu par vous. Si la drague a un niveau, Léo, vous êtes certainement un maître voleur de cœur de niveau saint. Vous n'êtes absolument pas le jeune chiot innocent et profond que vous semblez être. On dirait que je vais perdre face à ce sale gosse. Le cœur battant, Inès de Montaigne, le visage plein de tendresse, regarda Léo, perdu dans ses yeux clairs mais profonds. Bien que je veuille vraiment rester avec toi, la réunion de midi est très importante, alors je dois y aller. Léo tendit discrètement sa carte de visite à Inès de Montaigne, puis ouvrit la portière et s'installa au volant de son Audi A6. Fais attention sur la route, sois prudent. Inès de Montaigne sourit. Au revoir, sœur Inès. Léo, portant des lunettes de soleil Armani noires, conduisit son Audi A6 noir et quitta lentement le parking du Starbucks. Au revoir. Inès de Montaigne sourit et fit signe de la main. Regardant Léo s'éloigner, Inès de Montaigne regarda sa carte de visite. Investor Providential, Léo Dubois. Inès de Montaigne enregistra le numéro de téléphone de Léo dans son répertoire, en le nommant Enjean Léo. Mon Dieu! J'ai le visage en feu. Un petit ami si beau qu'il en est à couper le souffle est tombé du ciel. On dirait que si je ne veux pas avoir une romance passionnée, ce n'est pas possible. Être embrassé de force 2 fois par ce jeune chiot, aujourd'hui est le jour le plus fou de ma vie. Pourquoi, maintenant, ma tête est-elle pleine de Léo? Je viens de le rencontrer, et pourtant je suis comme envoûté par Léo. Es a bel image ne quitte plus ma tête. Une héritière de magnate, pourrait-elle aussi tomber amoureuse? Inès de Montaigne essaya de se calmer, composa le numéro de sa belle-sœur Camille Delacroix. Une fois la connexion établie, appela « Belle-sœur ». « Allô Inès ». La voix de Camille Delacroix se fit entendre au téléphone. Inès de Montaigne, le téléphone à l'oreille, demanda « Je viens de voir un jeune homme conduire l'Audi A6 à votre nom dans les rues de Shanghai. Votre voiture n'a pas été volée, n'est-ce pas ?» Camille Delacroix fut prise au dépourvu un instant, puis mentit rapidement. « Mon Audi A6, je l'ai prêté à mon cousin éloigné Léo pour quelques jours, elle n'a pas été volée. » « Alors tout va bien, belle-sœur. Tant que votre voiture n'a pas été volée, c'est le principal. Au revoir. » Camille Delacroix, comme si elle était pressée, répondit « Au revoir. » Inès de Montaigne, ayant rapidement vérifié l'identité de Léo en tant que cousin de sa belle-sœur, raccrocha. Les deux ne s'étaient parlé que brièvement,
mais chacune cachait 800 stratégies. Inès de Montaigne venait de manquer de devenir la cousine de sa belle-sœur Camille Delacroix. Ce midi-là, le quartier des villas de luxe de Gubei, à Shanghai. Villa de la famille Bernard. Léo, tu es venu, c'est tout ce qui compte. Pourquoi as-tu acheté autant de choses? La déesse motarde Zoé Bernard accueillit Léo à la porte en souriant. Zoé Bernard avait de longs cheveux qui lui tombaient jusqu'à la taille. Son petit visage, d'une blancheur immaculée, était d'une beauté incomparable. Ses traits, fins comme un dessin, dégageaient une noblesse et une élégance. Sa peau pâle, son beau visage, ses longues jambes, sa taille fine, ses hanches rebondies, sa silhouette pleine et fière, sa beauté était stupéfiante, touchant l'âme. En costume blanc à double boutonnage, Léo sourit et répondit. Pour ma première visite, il est naturel de préparer quelques petits cadeaux pour montrer ma sincérité. La gouvernante, tante Marie, prit les cadeaux des mains de Léo et s'écarta pour le laisser entrer. Monsieur Léo, veuillez entrer. Je vais prévenir monsieur et madame de votre arrivée. Léo répondit simplement, d'accord. Zoé Bernard le complimenta. Vieil ami, tu es très élégant aujourd'hui. Léo rit et répondit. Zoé, en tenue de tous les jours, avec ton chemisier blanc comme neige, tu as toujours l'allure d'une reine de beauté, on ne peut s'empêcher de te regarder. Léo, au collège, tu n'étais pas aussi éloquent, tu étais mélancolique et introverti. Ta bouche n'était pas aussi douce qu'aujourd'hui. Zoé, au collège, ta silhouette n'était pas encore aussi parfaite qu'aujourd'hui, avec ses formes généreuses. J'osais à peine te regarder, de peur de saigner du nez. Ha ha. Zoé Bernard rit doucement. Léo, tu es beaucoup plus drôle et intéressant maintenant qu'au collège. Léo haussa les épaules. Parce que, comme on dit, l'argent est le courage du héros, l'or est la force de l'homme. À l'école, ma famille était modeste. Étudiant dans un collège privé, je gardais mes distances avec les camarades de classe riches, il était inévitable que je sois un peu solitaire. Zoé Bernard, en entendant cela, répondit. L'argent est le miroir des démons, l'or est la mesure du cœur des hommes. La richesse révèle les cœurs, la pauvreté révèle la nature. Léo, ton regard est toujours aussi pur qu'au collège, humble et poli, sans aucune trace de l'arrogance et de l'ostentation des nouveaux riches. Tu es toujours le jeune homme introverti, froid et frais d'autrefois. Léo soupira. Ce n'est qu'en entrant dans la vie active que l'on comprend les beaux jours de l'école. Les moments passés à étudier avec toi, ma camarade de classe, me reviennent souvent en mémoire. C'est sûrement notre jeunesse irréversible. Zoé Bernard, en entendant cela, sourit. Le temps n'a jamais été tendre, c'est pourquoi il y a la jeunesse. Les choses changent, les étoiles bougent, pas besoin de longs discours. Ma jeunesse, c'était toi, ma camarade de classe. Aux quatre coins du monde, sans jamais nous croiser, nous nous retrouvons aujourd'hui. J'espère que cette fois, notre amitié scolaire ne connaîtra plus ni séparation ni distance. Léo, comme s'il sortait un objet de nulle part, sortit de son espace personnel un bouquet d'immortelles colorés et le tendit à la reine de beauté du lycée, Zoé Bernard. Tada. Maggie. J'offre ce bouquet à ma camarade de classe, pour que notre jeunesse ne s'évanouisse jamais, et que notre amitié ne se ferme jamais. Zoé Bernard prit le bouquet d'immortelles parfumés, respira leur parfum frais, et incapable de cacher sa surprise et sa joie, dit « Vieille amie, tu as même appris la magie pour charmer les filles. Merci pour cette surprise. » Le langage des immortels est de se souvenir des amis lointains, de l'amitié durable. Alors, que notre amitié scolaire soit éternelle, comme au premier jour, belle comme un poème, comme un tableau. Léo sourit chaleureusement sans rien dire. Zoé Bernard dit joyeusement en riant, « Je te fais visiter notre maison. Mon vieil ami, tu veux du thé, du café ou du jus de fruits? Je vais demander à une domestique de t'en apporter. Un café, ce sera parfait. » Léo suivit les pas de Zoé Bernard, se promenant dans la vaste et luxueuse villa de la famille Bernard, admirant les antiquités, les porcelaines, les peintures et les œuvres d'art exposées dans les pièces. À peine entré dans le salon de la villa, le regard de Léo fut attiré par un ensemble de meubles en bois de poirier jaune des dynasties Ming et Qing. Les informations d'expertise indiquaient une histoire de plus de 300 ans, pour une valeur de plus de 10 millions de yuan. Ouah! Ton père est vraiment un grand collectionneur. Rien que les meubles en bois de poirier jaune des dynasties Ming et Qing exposés dans le salon valent plus de 10 millions de yuan. Zoé, tu es vraiment une riche héritière, née avec une cuillère en argent dans la bouche. Léo, tu as jeté un simple coup d'œil et tu as pu dire que cet ensemble de meubles anciens datait des dynasties Ming et Qing, et valait plus de 10 millions. On dirait que tu n'es pas simple non plus. Dans le salon de la villa des Bernard, un ensemble de vases en porcelaine particulièrement remarquable était exposé, comprenant un vase d'ornement en émail bleu cloisonné de l'époque de Qianlong,
ainsi que 2 vases de général en émail bleu et blanc de l'époque de Kangxi, tous de grande valeur. Sur le mur du salon, une œuvre authentique du grand maître Kui Beshi, soigneusement encadrée, avait également une valeur inestimable. Dans la villa des Bernard, les murs étaient couverts de calligraphie de maître, et des antiquités rares étaient exposées dans chaque pièce. C'était un spectacle éblouissant, qui donnait le tournis à Léo. Léo, stupéfait. Bien que ce soit la résidence privée de votre famille, les collections à l'intérieur rivalisent avec celles d'un musée. On peut voir partout des œuvres authentiques de personnages célèbres. La collection de ton père est vraiment impressionnante. Dans la villa des Bernard, il n'y a que des antiquités. Rien qu'à l'œil nu, on peut estimer la valeur à plusieurs dizaines de milliards, c'est vraiment trop extravagant. Zoé Bernard répondit, « Mon vieil ami, tu ne le sais peut-être pas, mais en réalité, je ne suis pas une héritière de 2e génération, mais une héritière de 4e génération de la famille Bernard de l'ancien Shanghai. Les dizaines de milliards d'antiquités collectionnées dans la villa des Bernard, beaucoup ont été laissés par mon grand-père, Jean-Luc Bernard. » Léo, surpris, le grand-père de Zoé, c'est bien Jean-Luc Bernard, le magnate de l'immobilier de l'ancien Shanghai. Zoé Bernard répondit, « C'est ça. » Pour parler de mon grand-père, le magnate de l'immobilier Jean-Luc Bernard, il faut commencer par mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, Victor Bernard, était charpentier d'origine. Il a suivi les réfugiés de Ningbo pour s'installer dans l'ancien Shanghai. Étranger et sans attache, il a travaillé comme simple ouvrier sur le chantier de la société commerciale occidentale Catchem. Mon arrière-grand-père, Victor Bernard, ne se contenta pas d'être un simple ouvrier de chantier. Il dépensa 2 mois de salaire pour acheter un dictionnaire d'anglais, et apprit l'anglais par lui-même. Après avoir appris les bases de l'anglais conversationnel, mon arrière-grand-père, Victor Bernard, rejoignit rapidement la société commerciale Catchem, devenant un monsieur du bâtiment, un agent immobilier, fréquentant chaque jour les grands salons de thé de la rue Nanjing, pour présenter et vendre des maisons aux clients. En quelques années seulement, mon arrière-grand-père, Victor Bernard, fit fortune, gagnant une somme considérable d'argent. Juste après, mon arrière-grand-père Victor Bernard, sous le nom de Bernard et compagnie, enregistra la création d'une société de location et de vente de biens immobiliers auprès du Bureau des Travaux Publics. C'était la première agence de location créée à l'époque de l'ancien Shanghai en Chine. Le principal service de location était de représenter pleinement les investisseurs immobiliers pour vendre ou louer des biens commerciaux, et d'en tirer une commission de 5% à 10%. Comme la location ne nécessitait pas un grand capital, mon arrière-grand-père Victor Bernard utilisa l'argent qu'il avait économisé pour acheter des biens immobiliers à l'intérieur et à l'extérieur de la concession, devenant ainsi un magnate de l'immobilier chinois à Shanghai au XIXe siècle. Léo, surpris. Je n'aurais jamais imaginé que l'arrière-grand-père de Zoé, Victor Bernard, était le pionnier de l'immobilier en Chine à l'époque de l'ancien Shanghai. C'est depuis que ton arrière-grand-père, Victor Bernard, est devenu un magnate de l'immobilier à l'époque, que la Chine a le métier d'agent immobilier. Les ancêtres de votre famille Bernard sont vraiment les fondateurs de l'immobilier. Zoé Bernard sourit fièrement, puis continua. Lorsque mon arrière-grand-père Victor Bernard, qui avait laissé de nombreuses légendes sur les magnats de l'immobilier, décéda après avoir réussi sa carrière, il laissa derrière lui sa femme, Adélaïde Dubois, et 2 jeunes fils. Mon arrière-grand-mère, Adélaïde Dubois, était connue à Shanghai sous le nom de Madame Dubois. Après avoir surmonté le chagrin de la perte de son mari, elle commença à gérer l'énorme patrimoine familial, tout en élevant mon grand-père Jean-Luc Bernard et mon grand-oncle Charles Bernard pour qu'ils deviennent des hommes. Mon arrière-grand-mère, Adélaïde Dubois, était aussi une femme extraordinaire. Dès qu'elle prit les choses en main, elle fit preuve d'un talent exceptionnel. Non seulement elle géra impeccablement l'entreprise laissée par mon arrière-grand-père, mais elle éleva également mon grand-père Jean-Luc Bernard, ainsi que mon grand-oncle Charles Bernard, pour en faire des experts en affaires de premier plan de l'ancien Shanghai. Depuis les débuts difficiles de mon arrière-grand-père Victor Bernard, en passant par l'expansion continue de mon arrière-grand-mère Adélaïde Dubois, jusqu'à mon grand-père Jean-Luc Bernard, qui, en tant qu'héritier de 2e génération, a repris l'entreprise familiale, notre famille Bernard est devenue l'une des familles de marchands les plus riches parmi les habitants de Ningbo à Shanghai à cette époque. Après la mort de mon arrière-grand-mère Adélaïde Dubois, comme mon grand-père Jean-Luc Bernard était le fils aîné, selon l'ordre de naissance, il hérita du patrimoine immobilier de la famille Bernard. Mon grand-père, Jean-Luc Bernard, a géré l'entreprise avec prudence. Bien qu'il n'ait pas étendu davantage le patrimoine de la famille Bernard, il a eu une chance que tous les marchands de l'ancien Shanghai enviaient. Il a saisi l'opportunité unique de la flambée des prix des terrains dans la concession. Avant et après la révolution de 1911, la population de la concession de Shanghai augmenta de façon spectaculaire, et les prix de l'immobilier suivirent. En 1924, la guerre de Jiangsu-Zhejiang éclata,
et les réfugiés de Jiangsu-Zhejiang affluèrent en masse, ce qui fit à nouveau flamber les prix des terrains dans la concession. Pendant la période de la résistance, les réfugiés de Jiangsu-Zhejiang, les riches de Pékin et de Tianjin, les fonctionnaires riches de la fin de la dynastie Qing et les seigneurs de guerre du Nord, tous se sont précipités dans la concession, ce qui a fait chauffer le marché immobilier de Shanghai. Et le patrimoine immobilier de notre famille Bernard se trouvait justement entièrement dans la concession publique. Mon grand-père Jean-Luc Bernard en a profité pour gagner beaucoup d'argent, devenant ainsi l'un des plus grands magnats de l'immobilier de l'ancien Shanghai. Sa richesse, associée à sa passion, a fait de mon grand-père Jean-Luc Bernard un grand collectionneur de l'ancien Shanghai. Les deux trésors phares du musée de Shanghai aujourd'hui, le manuscrit de Huesu et le paysage de Xiao et Xiang de Miyuran, étaient autrefois des pièces de la collection de mon grand-père. Si mon père a pu devenir un grand maître expert, et aimer toute sa vie collectionner des antiquités, des porcelaines et des peintures, c'est en grande partie grâce à l'éducation artistique que mon grand-père Jean-Luc Bernard lui a inculquée depuis son plus jeune âge. Léo, surpris, ton grand-père, Jean-Luc Bernard, un magnate de l'immobilier de deuxième génération, a profité de toutes les opportunités de l'ancien Shanghai. En tant que collectionneur, pendant cette période de guerre particulière, il a eu la chance de lire d'innombrables œuvres authentiques, et de les transmettre à ses descendants. C'est vraiment une vie bien remplie. Je n'aurais jamais imaginé que ton père était un riche de troisième génération, et que toi, Zoé, tu étais une riche héritière de quatrième génération, la demoiselle dorée d'une famille prestigieuse de Shanghai. Pas étonnant que Zoé, tu aies une aura si exceptionnelle. Chaque froncement de sourcils, chaque sourire, dégage une élégance. On dirait que votre famille Bernard a toujours appartenu à la haute société, à l'aristocratie de Shanghai. Zoé Bernard sourit. En fait, ce n'est pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, je suis la fille unique de la famille Bernard. À l'avenir, celui qui m'épousera héritera des dizaines de milliards d'antiquités rares de la villa des Bernard, ainsi que du patrimoine de notre famille, et tout cela appartiendra à une personne extérieure à la famille. Léo sourit malicieusement. On dirait que celui qui épousera ma camarade de classe n'épousera pas seulement une belle et riche jeune femme, mais héritera également du patrimoine et des relations sociales de la famille Bernard, et atteindra ainsi le sommet de sa vie. Zoé Bernard releva son joli visage et dit, moitié en plaisantant, moitié sérieusement, Léo, as-tu envie de m'épouser et de devenir le gendre de notre famille Bernard? Léo répondit en posant une autre question. Tu veux entendre la vérité, ou un mensonge? Bien sûr que c'est la vérité. Zoé Bernard sourit avec vivacité. Léo, moitié en plaisantant, moitié sérieusement. Moi, Léo Dubois, bien que je sois d'origine modeste, je suis le premier riche de ma famille. Je n'ai pas besoin d'être le gendre de votre famille Bernard. Sinon, l'arbre généalogique de ma famille ne saurait plus comment s'écrire, n'est-ce pas? Zoé Bernard pinça les lèvres et sourit. Je n'aurais jamais pensé que mon vieil ami avait un cœur aussi combatif. Mais dans cette société matérialiste et moralement décadente, Léo, tu es d'origine modeste. Sans l'aide de personnes influentes pour t'aider à construire tes relations sociales, créer une entreprise, c'est comme risquer 9 vies sur 10. Léo répondit. J'ai étudié la finance à l'université, et j'ai découvert que l'économie est aussi une tromperie. L'économie, en fait, c'est de l'art de la guerre. Ce que j'ai appris à l'université, on dirait que c'est aussi de la tromperie. Si je deviens méchant, même moi, j'aurai peur. Soit je réussis, soit je péris. Léo, tu as raison, c'est une époque sombre pour l'économie. Tu viens juste de finir l'université, et tu peux déjà sortir de la logique de la classe inférieure, et voir que l'économie est aussi une tromperie. Cela montre que Léo, tu n'es pas une personne ordinaire. Léo sourit sans rien dire. Monsieur Léo, veuillez prendre votre café. La servante, tante Marie, sourit en tendant un café à Léo. Léo prit le café et répondit, merci. Le thé de mademoiselle. Zoé Bernard prit le thé vert, souriant poliment. Léo, voyant cela, demanda, Zoé, tu aimes le thé? Zoé Bernard répondit, c'est ça. Si une femme veut dégager une élégance jusqu'à la moelle, elle doit utiliser le thé pour nourrir son esprit. Chaque jour, prendre le temps d'une tasse de thé pour réfléchir, pour ressentir, pour expérimenter, et finalement découvrir son moi extraordinaire dans l'ordinaire. Léo, en entendant cela, loua, une demoiselle de bonne famille n'est vraiment pas comme les autres. Je suis sûr que les fans de Zoé n'auraient jamais imaginé que toi, la pilote de moto numéro 1 en Chine, tu aimes le thé, et non le whisky ou la vodka. Zoé Bernard but une petite gorgée de thé et sourit. L'impression que le monde extérieur a de moi est celle d'une déesse motarde ultra cool, vitesse et passion, décontractée et sexy. Personne n'aurait imaginé que j'avais un côté tendre et élégant. Mon contraste n'est-il pas un peu trop grand? Léo, tenant sa tasse de café, répondit, chaque personne a plus d'un visage.
mais le monde ne voit souvent qu'un seul visage, et se base sur ce visage pour définir la personne. C'est ce qu'on appelle un préjugé. Chaque visage de Zoé, je ne me lasse pas de le regarder. Zoé Bernard, en entendant cela, sourit légèrement. Ton vieil ami sait vraiment parler. Dans la vie, tu dois être très apprécié des femmes, n'est-ce pas? Léo, se lissant les cheveux d'un air dandy, dit sérieusement et avec humour. Pour ne rien vous cacher, je suis un maître de niveau saint dans l'art de voler les cœurs, un maître, un grand maître. Parfois, être apprécié de nombreuses femmes est aussi une sorte de problème. Haha. Zoé Bernard se couvrit la bouche et rit. L'image de ton vieil ami de lycée, le beau gosse mélancolique et froid, est sur le point de s'effondrer. Tu es beaucoup plus drôle maintenant. Au collège, j'étais juste pauvre. Mon côté coquin, c'est grâce à la pauvreté que je l'ai gardé. La pauvreté m'a rendu vertueux et de bonne moralité, sinon, je ne serais pas une bonne personne. Léo, tu es devenu trop drôle, le thé dans ma bouche va bientôt gicler de rire. Ah! Léo reprit son sérieux, but une gorgée de café avec élégance, puis, d'un air supérieur, répondit. Le café Blue Mountain de qualité supérieure, son goût n'est pas mauvais du tout. Rien qu'en goûtant une gorgée, tu as pu dire que c'était du café Blue Mountain de qualité supérieure. Léo, tu t'y connais très bien en café? Léo, regardant l'écran virtuel devant ses yeux où s'affichaient des informations de type « commentaire volant », répondit d'un air supérieur. Je suis modeste, je connais un peu de tout. En buvant ce café fraîchement moulu, les grains proviennent des Blue Mountains de Jamaïque, réputés pour leur saveur fruitée intense et surprenante, leur corps riche et leur texture veloutée, leur arrière-goût persistant, très facile à apprécier. Zoé Bernard, surprise. Encore une fois, tu me fais te regarder d'un œil nouveau, tu es vraiment doué, mon vieil ami. Juste après, on vit Charles Bernard et sa femme, Isabelle, descendre lentement l'escalier en colimaçon de la villa, chaleureux et poli. Monsieur Léo nous honore de sa présence, quel bonheur, nous n'avons pas pu vous accueillir à temps. Léo, humble et poli, répondit. Je suis très honoré de l'invitation de Monsieur Bernard à ce dîner familial. J'ai préparé quelques petits cadeaux pour l'occasion, je vous dérange beaucoup. Isabelle regarda Léo de haut en bas, surprise de voir Léo, les sourcils en épée et les yeux brillants, grand et beau, élégant et noble. Elle sourit et le complimenta. Dans mon souvenir, Monsieur Léo était encore un jeune adolescent naïf, maintenant il est devenu si élégant et son aura est extraordinaire. Léo sourit et répondit. Bonjour Madame Isabelle. Au collège, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Isabelle lors d'une réunion de parents d'élèves pour Zoé. Et j'ai été surpris par votre élégance et votre grâce. Après plusieurs années sans nous voir, Madame Isabelle est toujours aussi belle et généreuse, une beauté intemporelle. Isabelle, en entendant cela, fut folle de joie. Elle dit en souriant, Monsieur Léo sait vraiment parler. Vous et ma fille étiez camarades de classe au lycée, Zoé me parlait souvent de vous. Léo dit doucement, on dirait que Zoé est si belle, elle a complètement hérité des bons gènes de Madame Isabelle. Au lycée, je savais seulement que la mère de Zoé était une chirurgienne cardiaque réputée à Shanghai, vice-présidente de l'hôpital Zhongshan affilié à l'université Fudan. Ce n'est que récemment que j'ai appris que Monsieur Bernard, le grand maître expert, et Madame, étaient mari et femme. Isabelle sourit et demanda, Monsieur Léo, où travaillez-vous maintenant? Je suis actuellement un investisseur providentiel indépendant. Je m'occupe un peu d'investissement financier en actions, d'investissement dans les œuvres d'art et les antiquités, et j'ai aussi quelques projets de capital risque. La prochaine étape est de me lancer dans l'investissement immobilier. La société d'investissement en capital que j'ai fondée, Longtemps Capital, est en cours de préparation. Je suis convaincu que d'ici peu, Longtemps Capital pourra se faire une place dans le monde des affaires de Shanghai. Léo répondit avec une grande confiance. Isabelle le complimenta. Monsieur Léo est jeune et talentueux, son avenir est prometteur. Charles Bernard sourit. Monsieur Léo, ce nom de société, Longtemps Capital, est très bien choisi. Zoé Bernard, perplexe. Qu'est-ce qui est bien, papa, dis-moi. Charles Bernard répondit. La signification de ce nom de société, Longtemps Capital, est comme une vigne qui pousse vigoureusement. Avec un peu de capital, elle peut s'étendre partout. Partout où il y a des avantages, les branches de la vigne apparaîtront. Ah, je comprends. Les personnes cultivées ne sont vraiment pas comme les autres, même le nom de leur société a une signification si profonde. Zoé Bernard regarda Léo d'un œil nouveau. Monsieur Bernard n'est pas seulement un grand maître expert, un collectionneur, mais aussi un écrivain. Il a immédiatement saisi l'ambition et l'aspiration de « Longtemps Capital » que j'ai fondé. Je suis admiratif. Charles Bernard rit et dit « Monsieur Léo me flatte trop. » Comme on dit, les vagues de l'arrière poussent celles de l'avant. Moi, la vague de l'avant,
j'ai peur d'être poussé sur la plage par toi, la vague de l'arrière. Léo, humble, répondit. Monsieur Bernard me flatte trop, je n'ose vraiment pas accepter. Charles Bernard continua. Monsieur Léo, vous êtes trop modeste. Hier, au quartier des antiquités de Jingan-Temple, quelqu'un a parié moins de 40 000 yuan à l'aveugle sur un jade brut, et en a extrait un jade vert impérial valant des dizaines de millions. Les rumeurs dans le milieu des antiquités disent que cette personne s'appelle Léo, et que c'est un jeune homme grand et beau. Monsieur Léo, vous vous appelez Léo. Ne me dites pas que la personne qui, hier, au quartier des antiquités de Jingan-Temple, a parié à l'aveugle et a coupé ce jade vert impérial d'une qualité suprême, c'était vous? Léo, humble, répondit. Pour ne rien vous cacher, c'était bien moi. Quoi? Zoé Bernard, les yeux brillants, dit avec surprise. Léo, tu es trop fort. Hier, non seulement tu as acheté à bas prix et vendu à un prix élevé la paire de coupes en cornes de rhinocéros de la dynastie Tang valant des dizaines de millions, mais en plus tu as parié à l'aveugle sur un jade brut et en as extrait un jade vert impérial d'une qualité suprême. C'est vraiment incroyable. Isabelle, surprise. Monsieur Léo, en plus de l'expertise des antiquités, vous y connaissez aussi en spéculation sur pierre? C'était juste un coup de chance. Léo sourit modestement. Charles Bernard, surpris. On dirait que ce beau gosse de lycée, camarade de Zoé, n'est absolument pas une personne ordinaire. Si ce n'était qu'un coup de chance, monsieur Léo aurait tout au plus, en se promenant dans les étals de rue, trouvé une paire de coupes en cornes de rhinocéros de la dynastie Tang cachées dans des coupes à vin laquées. Il est absolument impossible d'avoir deux coups de chance aussi importants en une seule journée. Monsieur Léo a pu, sans lampe de poche pour examiner la pierre, parier à l'aveugle et en extraire un jade vert impérial d'une qualité suprême. Il a certainement des compétences extraordinaires. Monsieur Bernard me flatte trop. Comme on dit, la richesse vient de la chance, la joie vient du ciel. J'ai eu la chance avec moi, c'est pourquoi j'ai eu cette grande chance. Ce n'est pas que j'ai des compétences extraordinaires en expertise de la spéculation sur pierre. Monsieur Bernard est un grand maître expert, j'ai encore beaucoup à apprendre de vous. Charles Bernard répondit. Comme on dit, même les immortels ont du mal à évaluer un pouce de jade, les fantômes et les dieux ont du mal à sonder le cœur des hommes. La spéculation sur pierre, c'est un coup de couteau vers le paradis, un coup de couteau vers l'enfer. Cela dépend à 30% de la chance, et à 70% de l'expérience et de l'examen du jade, en se basant sur l'apparence de la couche extérieure, en spéculant et en jugeant à plusieurs reprises. C'est pourquoi la spéculation sur pierre est pleine de surprises. Moi, Bernard, bien que j'ai une expertise pointue, je n'ai pas les compétences de monsieur Léo pour parier à l'aveugle et en extraire un jade vert impérial d'une qualité suprême. Le jade brut birman, de l'extraction à sa commercialisation, passe entre les mains de plusieurs dizaines d'experts. Dans des circonstances normales, le jade brut birman de bonne qualité ne se retrouve pas sur le marché chinois pour être misé. C'est pourquoi, à la spéculation sur pierre, on perd 9 fois sur 10. Monsieur Léo a parié à l'aveugle et en a extrait un jade vert impérial d'une qualité suprême. Si ce n'était que par chance, ce serait encore plus difficile que d'être frappé par la foudre en plein soleil. Par conséquent, je peux conclure que monsieur Léo cache simplement son jeu, il est modeste, son talent est caché, il est intelligent mais n'a pas encore eu sa chance, il dissimule délibérément ses talents, j'ai raison, n'est-ce pas? Bien sûr, je ne peux pas tromper votre œil expert, monsieur Bernard. Alors je ne ferai plus semblant. Moi, Léo Dubois, j'ai un peu de talent pour transformer la pierre en or, pour extraire le jade, je m'écarte sur table. Quoi? Monsieur Léo n'est vraiment pas une personne ordinaire. Isabelle fut tellement choquée qu'elle ouvrit la bouche. You. On dirait que ton vieil ami a changé. Il est devenu un dragon ou un phénix parmi les hommes. Zoé Bernard regarda Léo comme si elle regardait un monstre, le visage plein de surprise. Charles Bernard rit de bon cœur. Bien. J'aime par-dessus tous les jeunes gens qui sont à la fois humbles et exceptionnellement talentueux comme vous, c'est parfait. Venez, venez. Monsieur Léo, suivez-moi vite à mon bureau. J'ai préparé quelques antiquités rares et peu connues pour tester votre œil. Nous allons discuter de l'art de l'expertise, et apprendre l'un de l'autre. Monsieur Bernard est un grand maître expert. Dire que vous voulez discuter de l'art de l'expertise avec moi, c'est vraiment me surestimer. Je vous prie de me donner plus de conseils. Léo suivit les pas de Charles Bernard, se dirigeant vers le bureau privé de Charles Bernard, au premier étage de la villa des Bernard. Zoé Bernard les accompagna, suivant son père et Léo, avec l'intention d'entrer également dans le bureau de son père. Elle fut discrètement retenue par sa mère, Isabelle. « Qu'y a-t-il, maman ?» Isabelle dit à voix basse, « Zoé, ton père n'a jamais accordé autant d'importance à un jeune expert en antiquité.
On dirait qu'il a l'intention de prendre Léo comme disciple. Ton père a enfin trouvé son disciple de cœur, en prenant Léo comme héritier de sa profession. Le comptoir des trésors anciens a un successeur, n'est-ce pas une bonne chose? Isabelle soupira et répondit avec inquiétude. Zoé, ne crois pas que je n'ai pas vu ton petit jeu. Au collège, tu avais déjà un faible pour ton camarade de classe et beau gosse, Léo. Maintenant que Léo a la fortune avec lui, qu'il est passé d'un jeune homme beau à un homme doux, élégant, talentueux et exceptionnel, j'ai bien peur que tes bons sentiments enfouis depuis des années pour Léo ne se ravivent, n'est-ce pas? Le petit visage de Zoé Bernard rougit. Maman, je sais que tu as lu mon journal de lycée. C'est vrai que j'avais un faible pour Léo à l'époque, mais ce n'était qu'un coup de cœur d'adolescente. Maintenant que tu me rappelles ces vieilles histoires de jeunesse, qu'est-ce que ça veut dire? Isabelle répondit franchement. Les yeux noirs de Léo sont très clairs, mais quand je le regarde droit dans les yeux, je vois une profondeur insondable. C'est un homme qui se cache très bien, plein d'ambition. Si cette personne suit la bonne voie, son avenir sera certainement brillant et prometteur. Mais si Léo se trompe de chemin, et s'engage sur la mauvaise voie, alors avec son intelligence et son QE, si ton père le prend comme disciple, et que tu tombes amoureuse de ce garçon, et que tu insistes pour l'épouser, les conséquences sont difficiles à imaginer. Zoé Bernard, en entendant cela, fronça légèrement les sourcils et dit faiblement. Maman, n'as-tu pas peur que le patrimoine et les biens de notre famille Bernard, accumulés sur plusieurs générations, soient entièrement dévorés par Léo? Dans la conception traditionnelle, seuls les fils peuvent perpétuer la lignée. Par conséquent, les familles sans fils sont considérées comme sans héritier. Ici, Zoé Bernard parle de manger sans héritier, ce qui fait référence au fait de s'approprier ou de diviser les biens des familles sans fils, car Zoé Bernard est la fille unique de la famille Bernard. Isabelle, le visage grave, hocha la tête et soupira. Ma fille, tu es trop gentille, tu n'as aucune méfiance. Naturellement, tu ne comprends pas les enjeux. Si ton père prend vraiment Léo comme disciple, et lui transmet tout son savoir, ce n'est pas grave. Si les relations sociales de notre famille Bernard à Shanghai sont utilisées par Léo, ce n'est pas un problème non plus. Je crains seulement que toi et Léo ne développiez des sentiments avec le temps, et qu'il ne soit pas sincère avec toi, mais qu'il veuille s'emparer de l'énorme patrimoine de notre famille Bernard, et qu'il fasse tout pour t'épouser, cet enfant. À ce moment-là, le patrimoine de notre famille Bernard, qui vaut des centaines de milliards, ne sera-t-il pas déclinant et ne changera-t-il pas de nom pour devenir la famille Dubois? Zoé Bernard, en entendant cela, rit. Maman, Léo et moi, rien n'est encore fait. Vous pensez trop loin, non? Isabelle répondit. Ta mère est la belle-fille aînée de la 3e génération de la prestigieuse famille Bernard de Shanghai. Quelle scène de la vie n'ai-je pas vue? Ta mère est aussi vice-présidente de l'hôpital Zhongshan affilié à l'université Fudan de Shanghai. Je suis une personne expérimentée, j'ai l'œil pour les gens. Sans mes compétences pour juger les gens, aurais-je pu, à l'époque, me marier dans une famille prestigieuse et gagner le cœur de ton père? Zoé Bernard sourit légèrement. Maman, je comprends. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. À l'époque, vous avez tout fait pour vous marier dans la prestigieuse famille Bernard, vous m'avez mise au monde, puis vous avez rendu la vie difficile à papa. Alors vous jugez les autres à votre propre aune, vous vous méfiez de Léo, de peur qu'il n'imite votre exemple, qu'il ne me trompe pour mon argent et mon corps, et qu'il dévore tout le patrimoine, n'est-ce pas? Isabelle, en entendant cela, fut tellement en colère qu'elle écarquilla les yeux et gronda à voix basse. Comment peux-tu parler comme ça, petite? À l'époque, autour de ton père, combien d'abeilles et de papillons tournaient, tous faisaient tout pour se marier dans la prestigieuse famille Bernard. Si ta mère n'avait pas eu un peu de beauté et de ruse, aurais-tu pu naître riche héritière de 4e génération, avec une cuillère en argent dans la bouche? Tu n'es même pas encore proche de Léo, et tu commences déjà à le défendre. Je vois que tu as toujours des sentiments pour Léo. Mes inquiétudes ne sont pas superflues. Zoé Bernard sourit joyeusement, prit le bras de sa mère, Isabelle, et dit d'un ton câlin. Maman. D'accord. D'accord. Je sais, c'est bon, non? Je serai plus prudente, je me méfierai de Léo, de peur qu'il ne me trompe pour mon argent et mon corps, ça ira, non? Léo est venu pour la première fois chez nous en tant qu'invité, et c'est ton père qui a organisé ce dîner familial, invitant activement Léo à venir dîner. Vous êtes si méfiante, vous vous méfiez de lui partout. N'est-ce pas un peu exagéré, une inquiétude excessive? Isabelle regarda sa fille Zoé Bernard avec tendresse et lui dit. Il ne faut pas avoir de mauvaises intentions envers les autres, mais il faut toujours se méfier des autres. Je dis cela pour prévenir, c'est mieux que de guérir. Attendre que les choses deviennent irréparables, ne serait-ce pas trop tard? Ton camarade de classe et beau gosse du lycée, Léo, n'est absolument pas une personne ordinaire. Je ne peux qu'espérer maintenant que Léo saura garder un esprit juste, suivre la bonne voie, faire des choses justes, se cultiver lentement, endurer les difficultés,
travailler dur, savoir chérir, savoir être reconnaissant, être une personne honnête et gentille, pour pouvoir avoir de bons résultats et un avenir radieux. Maman, papa n'a même pas encore pris Léo comme disciple. Vous, la maîtresse, vous vous inquiétez déjà pour lui? Petite, je m'inquiète pour toi, tu sais? Tu gères déjà un club de moto, et tu participes toujours à toutes sortes de courses de vitesse. Je suis déjà assez inquiète. Maintenant, je m'inquiète aussi pour ta vie amoureuse. Avoir une fille, ça ne me rassure vraiment pas. Zoé Bernard sourit doucement et d'un ton câlin. D'accord, maman. Votre fille n'est pas une enfant, elle sait se protéger. Je sais que vous le faites pour mon bien, d'accord? Isabelle soupira et secoua la tête. D'accord, d'accord. Je ne te gronderai plus, d'accord? Allons-y. Allons au bureau de ton père voir si Léo peut reconnaître ces antiquités rares et peu connues, et s'il peut passer le test que ton père lui a préparé avec soin. D'accord. Zoé Bernard sourit légèrement, prit tendrement le bras de sa mère, Isabelle, et les deux femmes entrèrent dans le bureau du premier étage de la villa des Bernard. On vit Charles Bernard sortir un petit pot en céramique avec un couvercle en forme de feuille de lotus, de la taille d'un poing, de couleur grise, l'émail très naturel, semblant être un objet populaire ancien. Monsieur Léo, veuillez regarder, ce petit pot en céramique, qu'a-t-il de spécial? Charles Bernard posa la première énigme à Léo. Zoé Bernard, le bras autour de sa mère, Isabelle, se tenait tranquillement à côté, clignant de ses grands yeux magnifiques, son regard fixé sur Léo, qui avait l'air calme et confiant. Alors je me permets de faire étalage de mes modestes compétences. S'il y a quelque chose de mal dit, je prie monsieur Bernard de me corriger. Léo regarda l'écran virtuel devant ses yeux, consulta les informations d'expertise de type « commentaire volant », puis prit le petit pot en céramique avec un couvercle en forme de feuille de lotus sur la table, l'ouvrit, et en versa cette graine de lotus noire comme de l'encre. « Cher ami, ne soyez pas trop modeste, nous ne faisons qu'échanger et apprendre l'un de l'autre. » Charles Bernard Prononca des Paroles Polis. Léo, regardant le petit pot en céramique gris avec un couvercle en forme de feuille de lotus, expliqua. Ce pot en céramique émaillée grise avec un couvercle en forme de feuille de lotus est un nouveau type de poterie créé sous la dynastie Song. Il a circulé de la dynastie Song du Sud jusqu'à la fin de la dynastie Yuan, puis a décliné sous la dynastie Ming. Ce type de pot a des tailles différentes. Il doit son nom à son couvercle en forme de feuille de lotus. Les lieux de production se trouvent dans les régions de Longcan, du Guangdong et de Jingdezhen. Ce pot en céramique émaillée grise avec un couvercle en forme de feuille de lotus est de petite taille. Le bouton du couvercle est en forme de tige de lotus, la bouche est large, les épaules sont tombantes, le ventre est bombé, et la partie inférieure se rétrécit progressivement. Il est émaillé en vert à l'intérieur et à l'extérieur. L'émail est épais, brillant comme du jade, et le corps est uni, sans motif. Le pot avec un couvercle en forme de feuille de lotus est un récipient important parmi les divers types de pots des dynasties Song et Yuan. Ce type de pot a des tailles différentes, mais ils sont tous des récipients. Le petit peut contenir des feuilles de thé, le grand sert à contenir du vin ou de l'eau, ou à stocker des objets. De toute évidence, ce pot en céramique émaillée grise avec un couvercle en forme de feuille de lotus servait à contenir des graines de lotus. Ce qui est précieux, c'est que cette graines de lotus de la dynastie Song ont été transmises avec ce pot en céramique émaillée grise avec un couvercle en forme de feuille de lotus, ce qui est extrêmement précieux, et a une grande valeur pour la collection et l'appréciation artistique. Zoé Bernard, en entendant cela, regarda son père, Charles Bernard, et demanda « Papa, ce que Léo vient de dire est-il vrai ?» Charles Bernard, très satisfait, répondit « Absolument correct. » Pour un expert en antiquité, reconnaître que ce pot en céramique émaillée grise avec un couvercle en forme de feuille de lotus date de la dynastie Song n'est pas très difficile. Mais que monsieur Léo puisse reconnaître que cette graines de lotus sont également des objets transmis de la dynastie Song, un tel œil n'est pas ordinaire. Zoé Bernard ne put s'empêcher de s'exclamer. On dirait que ton vieil ami n'est vraiment pas simple. Léo sourit, à la fois doucement et avec retenue, d'un charme irrésistible. Sans exagérer, même le sourire de Léo était parfaitement mesuré, comme s'il avait été soigneusement calculé. Ce sourire juste ce qu'il fallait fit battre le cœur de Zoé Bernard. Isabelle, en entendant cela, fut surprise. Mon mari, ces graines de lotus qui sont tombées de ce pot en céramique émaillée grise avec un couvercle en forme de feuille de lotus sur la table, sont-elles vraiment des objets transmis de la dynastie Song? Charles Bernard sourit et répondit, pas mal. Les anciennes graines de lotus noires comme de l'encre ont une coque extérieure dure, il est très difficile de distinguer leur âge spécifique. Une telle difficulté, et pourtant monsieur Léo a pu expertiser qu'il s'agissait de graines de lotus anciennes de la dynastie Song. On peut voir que l'œil d'expert de monsieur Léo, parmi les jeunes experts, peut être qualifié de talent exceptionnel.
Charles Bernard le complimenta. Isabelle ne put s'empêcher de louer. En d'autres termes, Monsieur Léo est vraiment jeune et talentueux. Léo, humble, répondit, Madame Isabelle me flatte trop. Je viens juste de me lancer dans les antiquités il n'y a pas longtemps, je ne connais que les bases. De l'expertise. Devant un grand maître expert comme Monsieur Bernard, examiner des antiquités, c'est comme faire étalage de ses modestes compétences devant un maître. Isabelle, en entendant cela, rit. Monsieur Léo est soupçonneux mais garde sa vertu. Il est humble et poli. Il a la fortune avec lui mais reste discret. Il est d'une rare excellence. Léo sourit poliment. Zoé Bernard, curieuse, ne put s'empêcher de demander. Léo, comment as-tu pu voir que c'est cette graine de lotus noir comme de l'encre datait de la dynastie Song? Léo, ne pouvant naturellement pas répondre qu'il l'avait découvert grâce au système d'alerte informationnels universel, mentit. En utilisant la physiologie végétale, on peut déduire l'âge des graines de lotus anciennes à partir des motifs de croissance des cellules de leur coque extérieure. Zoé Bernard demanda. C'est comme observer les cernes d'un grand arbre? Léo répondit. C'est à peu près la même chose. Isabelle, en entendant cela, était à moitié convaincue, à moitié dubitative. Elle pensa. La recherche sur les graines de lotus anciennes intéresse très peu de gens. Léo, un étudiant en finance, pourrait-il avoir des connaissances en biologie végétale? Zoé Bernard, surprise, ton vieil ami est vraiment doué. Je n'aurais jamais pensé que tu avais aussi des recherches sur les graines de lotus anciennes. Léo continua. Parmi ces 7 graines de lotus anciennes de la dynastie Song, au moins 3 ou 4 peuvent être régénérées. D'abord, on casse la coque et on les fait tremper, puis on les fait germer et on les plante. Si ces étapes sont bien maîtrisées, la floraison ne posera aucun problème. Zoé Bernard, surprise. Pas possible? Des graines de lotus anciennes d'il y a plusieurs centaines d'années, peuvent-elles encore germer et être plantées? N'est-ce pas une histoire des 1001 nuits? Léo rit et répondit. Beaucoup de choses sont ainsi, elles dépassent notre entendement. Zoé, tu ne le sais peut-être pas, mais d'après l'expertise de l'Institut de recherche archéologique de l'Académie des sciences chinoises, l'âge des graines de lotus anciennes se situe entre 830 et 1250 ans. Ce sont les graines qui ont la plus longue durée de vie au monde. Zoé Bernard, en entendant cela, fut très surprise. Elle regarda son père, Charles Bernard, et demanda « Papa, ce que Léo dit est-il vrai ?» Charles Bernard répondit « Monsieur Léo a raison. Les graines de lotus anciennes endormies depuis 1000 ans peuvent encore revivre, c'est vraiment un miracle. » Zoé Bernard, perplexe, « C'est incroyable, comment est-ce possible ?» Léo expliqua avec patience, « À l'intérieur des graines de lotus anciennes, il y a une petite cavité qui contient 0,2 mg d'oxygène et de CO2. Bien que la quantité soit faible, elle est décisive pour le maintien de la vie de la graine. De plus, la teneur en eau des graines de lotus anciennes est extrêmement faible, seulement 12%. Dans un environnement sec, à basse température et confiné, les graines de lotus anciennes n'ont pas les conditions pour germer. Elles passent leur vie en dormance, leur métabolisme est presque à l'arrêt, mais elles peuvent quand même maintenir leur vitalité. Zoé, je t'ai expliqué tout ça. Tu comprends maintenant? Zoé Bernard sourit doucement et répondit. Léo, tu expliques de manière très professionnelle et simple à comprendre, tu es vraiment très instruit. Isabelle, surprise d'entendre Léo réciter d'un très haut temps de connaissances professionnelles sur la recherche en biologie des graines de lotus anciennes, ne put s'empêcher de dissiper ses doutes à son égard, et même de le regarder d'un œil nouveau. Charles Bernard, plus il regardait le jeune Léo, plus il l'appréciait. Il chérissait son talent, et ses yeux ne cachaient pas son intention de le prendre comme disciple. Isabelle, debout à côté, vit d'un coup d'œil l'intention de son mari, Charles Bernard, de prendre Léo comme disciple. Charles Bernard dit « Un talent professionnel en expertise des antiquités ne doit pas seulement maîtriser toutes sortes de connaissances professionnelles sur les antiquités, mais doit aussi avoir des connaissances approfondies de l'histoire ancienne, de l'art, et doit également maîtriser les connaissances professionnelles connexes de la chimie et de la physique. Sans effort de recherche et d'études, sans pratique à long terme, il est très difficile d'atteindre un certain niveau et une certaine maîtrise. » Zoé Bernard se moqua d'elle-même. C'est vrai. C'est aussi parce que l'apprentissage de l'expertise des antiquités nécessite trop de connaissances que, bien que je sois la fille d'un grand maître expert, je n'ose pas me lancer dans les antiquités. Devenir un excellent expert, c'est tout simplement trop difficile. Non seulement il faut avoir une connaissance approfondie des caractéristiques, des écoles, des styles et de la transmission de toutes sortes d'antiquités. Il faut aussi être capable de distinguer le vrai du faux des antiquités, leur âge, leur contexte historique et leur valeur de collection. La moindre erreur en achetant une contrefaçon, et la perte est de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers, voire de plusieurs dizaines de millions à 1 milliard de yuan. Léo sourit et dit, chacun a ses propres spécialités et ses propres intérêts,
donc c'est difficile pour ceux qui ne savent pas, mais pas pour ceux qui savent. Zoé, tu es la pilote de moto numéro 1 en Chine. Dans le domaine de la course de moto féminine, tu es la meilleure, donc ce n'est pas grave si tu n'apprends pas l'expertise des antiquités. Zoé Bernard demanda. Mon vieil ami, tu ne trouves pas que l'apprentissage de l'expertise des antiquités est très difficile? Je ne trouve pas ça difficile du tout. Léo haussa les épaules. Zoé Bernard le complimenta. L'expertise des antiquités n'est pas une mince affaire, tout le monde ne peut pas le faire. On dirait que Léo, tu as un talent extraordinaire, tu as le potentiel pour devenir un expert. Léo plaisanta. Zoé, tu dis que j'ai le potentiel pour devenir un expert, tu ne me flattes pas pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Haha. Zoé Bernard sourit doucement. Juste après, on vit Charles Bernard sortir un rouleau de peinture, le dérouler sur la table et tester. Monsieur Léo, veuillez regarder, que pensez-vous de cette peinture? Léo regarda l'écran du système, consulta les informations d'expertise, et répondit sans hésitation. Cette peinture ancienne, à première vue, est une œuvre ordinaire de l'époque de la République, paysage de lotus et d'oiseaux. La signature n'est pas celle d'un maître. Mais ce paysage de lotus et d'oiseaux ordinaire de l'époque de la République cache en fait un secret. C'est une peinture dans une peinture. Il y a certainement une peinture de maître de grande valeur cachée à l'intérieur. Charles Bernard, surprise. Monsieur Léo a un oeil extraordinaire. Vous avez jeté un simple coup d'œil à ce paysage de lotus et d'oiseaux, et vous avez découvert que cette peinture de l'époque de la République était une peinture dans une peinture cachant un secret? Monsieur Bernard, n'est-il pas difficile d'expertiser cette peinture? Charles Bernard, surpris. Monsieur Léo trouve-t-il cela très simple, sans la moindre difficulté? Léo répondit. En un coup d'œil, je peux voir la peinture dans une peinture. Mon expertise n'est pas difficile. Charles Bernard, en entendant cela, essuya une sueur froide, choqué par le talent et l'œil d'expert de Léo pour les antiquités et les peintures. Il était sidéré, son visage était plein d'incrédulité. Zoé Bernard, regardant ce paysage de lotus et d'oiseaux ordinaires, demanda, perplexe. Léo, qu'est-ce qu'une peinture dans une peinture cachant un secret? Léo expliqua avec patience. Ce qu'on appelle peinture dans une peinture, c'est que certains amateurs de peinture, pour tromper les gens et protéger les peintures précieuses du vol ou du pillage, ont engagé des artisans habiles en encadrement pour coller des œuvres ordinaires sur des peintures précieuses. Utiliser la technique de la peinture dans une peinture, pour transmettre des peintures précieuses de grande valeur, c'est extrêmement intelligent. Non seulement on évite que les peintures précieuses ne soient volées ou pillées, mais en plus, comme l'œuvre ordinaire collée dessus a aussi une certaine valeur de collection, la peinture précieuse cachée à l'intérieur n'est pas détruite. Zoé Bernard, surprise. Léo, tu es vraiment doué. Comment n'ai-je pas vu que ce paysage de lotus et d'oiseaux cachait une autre peinture précieuse? C'est vraiment du jamais vu, je n'aurais jamais imaginé qu'une telle technique existait. Isabelle, debout à côté, demanda. Mon mari, ce paysage de lotus et d'oiseaux de l'époque de la République cache-t-il vraiment un secret, une peinture dans une peinture? Charles Bernard rit de bon cœur. Pas mal. À l'intérieur de ce paysage de lotus et d'oiseaux de l'époque de la République, se cache un poisson dans un bocal extrêmement précieux, une œuvre du maître Badache en Rennes, dont la valeur de collection actuelle n'est pas inférieure à 80 millions de yuan. Et pourtant, vous l'avez vu d'un seul coup d'œil. Monsieur Léo a vraiment un bon œil. Léo sourit sans rien dire. Isabelle demanda. Mon mari, est-il difficile pour un expert ordinaire de découvrir le secret caché dans cette peinture? Charles Bernard, le visage exagéré, répondit. Un expert sans au moins 30 ans d'expérience ne pourrait jamais voir que cette peinture cache un secret, une peinture dans une peinture. Quoi? Isabelle, surprise. En d'autres termes, les compétences d'expertise des antiquités et des peintures de Monsieur Léo sont vraiment rares et extraordinaires. Papa, si je me souviens bien, ce paysage de lotus et d'oiseaux de l'époque de la République n'a-t-il pas été transmis par grand-père avant sa mort? Demanda Zoé Bernard. Charles Bernard rit de bon cœur. Pas mal. Mais je n'ai jamais révélé que ce paysage de lotus et d'oiseaux d'apparence bon marché était une peinture dans une peinture cachant un secret. Pendant la période de la résistance de la République, ton grand-père, en tant que magnate de l'immobilier de l'ancien Shanghai, craignait que l'œuvre du maître Badache en Rennes ne soit perdue pendant la guerre. Il a dépensé beaucoup d'argent pour engager un artisan habile pour coller cette œuvre de l'époque de la République sur la peinture « Poisson dans un bocal ». Ah, je comprends. Zoé Bernard sourit légèrement. Charles Bernard continua. De nombreux experts en antiquité ont admiré cette peinture de l'époque de la République, paysage de lotus et d'oiseaux, chez les Bernard, mais n'ont jamais découvert le secret caché à l'intérieur, une peinture dans une peinture d'une valeur inestimable.
Monsieur Léo n'a jeté qu'un coup d'œil et a pu dire que c'était une peinture dans une peinture, surpassant 30 ans de pratique en expertise. C'est vraiment un talent d'expert extraordinaire. Léo, humble, répondit. Monsieur Bernard me flatte trop, j'ai juste deviné, ce n'est pas que je suis un expert extraordinaire. Isabelle, voyant que son mari, Charles Bernard, voulait prendre Léo comme disciple, prit la parole. Monsieur Léo, le monde de l'expertise des antiquités, tout comme le monde du théâtre comique, est une profession traditionnelle qui accorde une grande importance à la lignée. Sans lignée, on ne peut pas monter sur scène, on ne sera pas vraiment reconnu par le milieu de l'expertise. Votre oncle Bernard est l'expert numéro 1 de Shanghai, un grand maître expert réputé dans le pays. Il a l'intention de vous prendre comme disciple direct, que diriez-vous? Charles Bernard regarda Léo avec attente, semblant prêt à devenir son maître, n'attendant plus que Léo s'agenouille et se prosterne. Zoé Bernard sourit. Léo, c'est une occasion en or, qu'est-ce que tu hésites? De manière inattendue, Léo refusa. Je suis très reconnaissant de l'estime de monsieur Bernard, mais j'ai un caractère têtu, j'aime la liberté et je ne suis pas apte à être lié par les règles d'une école. J'accepte l'intention de monsieur Bernard, mais pour ce qui est de devenir son disciple, laissons tomber. You. Isabelle, le visage surpris, n'aurait jamais imaginé que Léo refuserait poliment. Le sourire de Charles Bernard S.L. Figia. Il n'aurait jamais imaginé que Léo dédaignerait de le prendre comme maître. Il perdit un peu la face. You. Zoé Bernard, surprise. Léo, es-tu idiot ou quoi? Une fois que tu auras pris mon père comme maître, tu seras issu d'une école prestigieuse. Tu pourras te faire un nom rapidement dans le monde de l'expertise. En te basant sur les relations sociales de notre famille Bernard à Shanghai, avec l'appui de l'école, sans parler des grandes figures du monde des antiquités qui te devront un certain respect, même les familles prestigieuses de Shanghai n'oseront pas te mépriser. Léo, en entendant cela, répondit, Zoé, comment ne comprendrais-je pas ce que tu dis? Ayant hérité de la gloire de l'école, il faut respecter scrupuleusement les règles de l'école, et ne pas la déshonorer. Moi, Léo, je suis seul depuis de nombreuses années, sans attache, habitué à la liberté, et je ne suis pas apte à être lié par les règles d'une école. You. Le regard de Zoé Bernard était un peu déçu. Isabelle regarda son mari, Charles Bernard, craignant qu'il ne perde la face. De manière inattendue, Charles Bernard non seulement ne se fâcha pas, mais au contraire, il rit de bon cœur. Monsieur Léo, moi, Bernard, j'aime par-dessus tous les jeunes gens qui sont à la fois talentueux et exceptionnellement pleins de personnalité comme vous. Aujourd'hui, cet élève, je le prends absolument. Je vais faire une exception et ne pas imposer de règles d'école. Tant que tu respectes la loi, que tu ne nuis pas à la société, et que tu ne déshonores pas l'école, c'est bon. Y a-t-il une autre raison de refuser de devenir mon disciple? Léo dit avec lassitude. Monsieur Bernard, je vous respecte beaucoup, mais pour ce qui est de devenir disciple, il n'y a pas de vente forcée, n'est-ce pas? Zoé Bernard ne put s'empêcher de rire. Jusqu'à présent, ce sont toujours les autres qui suppliaient mon père de les prendre comme disciples et qui étaient refusés. Je n'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, ce serait complètement inversé, et que le grand maître expert Charles Bernard serait celui qui serait refusé. C'est vraiment intéressant. Isabelle jeta un regard noir à sa fille, Zoé Bernard. You. Zoé Bernard réprima un rire. Charles Bernard rit de bon cœur. Notre destin de maître et disciple est scellé. Aujourd'hui, moi, Bernard, je vais être autoritaire pour une fois, et je prendrai absolument ce jeune homme comme disciple. Un grand maître expert prestigieux tombé du ciel, qui insiste pour me prendre comme disciple, c'est aussi sans égal. Monsieur Bernard insiste pour me prendre comme disciple, ce n'est pas impossible, seulement, les genoux d'un homme sont d'or. J'ai juré devant la tombe de mes parents défunts que je ne m'agenouillerai plus jamais devant personne. S'agenouiller devant le ciel, c'est respecter les lois de la nature, c'est la règle. S'agenouiller devant la terre, c'est respecter la terre qui nourrit toute chose, c'est l'environnement. S'agenouiller devant ses parents, c'est respecter ses parents qui nous ont donné la vie et nous ont élevés, c'est la piété filiale, la gratitude. Pour devenir disciple, il faut s'agenouiller. Pardonnez-moi, il m'est difficile de m'agenouiller et de devenir le disciple de monsieur Bernard. Zoé Bernard se plaignit. Vieille amie, cette explication, comment se fait-il qu'elle ressemble à une excuse pour refuser? Isabelle pensait à l'origine que Léo ferait tout pour devenir le disciple de son mari, Charles Bernard, convoitant les biens de la famille Bernard et sa fille. De manière inattendue, Léo avait le cœur plus haut que le ciel, dédaignant fondamentalement d'entrer dans une école. Charles Bernard, en entendant cela, dit « Le maître chérit et aime les talents. Léo, tu as un talent d'expert extraordinaire. Pour entrer dans l'école, tu n'as pas besoin de t'agenouiller. Je ne me soucie pas de ces formalités fastidieuses.
Tant que tu peux transmettre mon savoir, que le comptoir des trésors anciens a un successeur, je considérerai mon vœu exaucé. Je fais encore une exception pour toi, je te permets d'entrer dans l'école sans t'agenouiller. Y a-t-il une autre excuse pour refuser maintenant? Oh là là. Léo soupira et secoua la tête. On dirait que Monsieur Bernard veut vraiment me prendre comme disciple. Une si grande gentillesse, si je la refuse encore, ce serait vraiment ne pas savoir apprécier. Léo était un peu réticent. Les lecteurs peu expérimentés peuvent ne pas comprendre pourquoi le personnage principal veut devenir disciple pour se dorer la pilule. Oh, expliquons un peu, le personnage principal, même avec son système, devient disciple, car il a besoin du prestige d'une école prestigieuse. En empruntant les relations de la prestigieuse famille Bernard de Shanghai, il peut directement entrer dans la haute société. Les habitants de Shanghai ont toujours été un groupe très particulier en Chine. La haute société de Shanghai accorde une grande importance à la lignée et aux antécédents. Les riches d'origine modeste ne sont jamais pris au sérieux par les magnats des affaires de Shanghai issus de vieilles familles. Avec le soutien du capital et des antécédents de l'école et de la famille Bernard de Shanghai, en s'appuyant sur les relations de la riche famille Bernard de 4 générations et plus de 100 ans, qui occupe les relations à Shanghai, Léo, issu d'une école prestigieuse, pourra avoir des relations étroites et parler avec plus de la moitié de la haute société de Shanghai. C'est ce qu'on appelle avoir des relations, pour faire des affaires. Les avantages de Léo devenant disciple seront connus plus tard. Charles Bernard, en entendant cela, fut ravi et rit de bon cœur. Un jour vaut mieux qu'un autre. Simplifions la cérémonie d'initiation. Commençons maintenant. Monsieur Bernard, n'avez-vous pas peur que je change d'avis? Pas mal. Je ne veux pas manquer un talent d'expert aussi rare que toi, un disciple tous les 100 ans. Tout est simplifié. Tu peux maintenant écrire ta lettre d'initiation, et te préparer à entrer officiellement dans l'école. Charles Bernard souriait à pleines dents. Très bien. Léo, un peu réticent, prit le pinceau dans le bureau et commença à écrire sa lettre d'initiation sur place. Zoé Bernard, le visage joyeux, se tenait à côté pour préparer l'encre pour Léo, le complimentant. « Léo, ta calligraphie n'est pas mauvaise. » Léo, tout en écrivant, dit en souriant. « À 5 ans, mes parents m'ont déjà envoyé à des cours de calligraphie. J'ai des compétences depuis mon enfance. » Ah. Zoé Bernard sourit doucement. Isabelle, voyant que son mari, Charles Bernard, avait enfin trouvé son disciple de cœur, sourit et ordonna à la servante de préparer les ustensiles pour la cérémonie d'initiation, comme le thé, la règle, etc. Charles Bernard avait déjà préparé une enveloppe rouge pour son nouveau disciple. Il était ravi d'avoir enfin un héritier. Très vite, Léo eut fini d'écrire sa lettre d'initiation. Une fois que tout fut prêt, le maître Charles Bernard et la maîtresse Isabelle s'assirent à la place d'honneur dans le bureau. La cérémonie d'initiation simplifiée commença officiellement. L'heure propice était arrivée. Léo ajusta d'abord ses vêtements, puis tendit respectueusement sa lettre d'initiation avec les 2 mains. Cher Monsieur Charles Bernard, Grand Maître. Le disciple Léo Dubois, admirant depuis longtemps les compétences exceptionnelles de Monsieur en expertise des antiquités, ayant obtenu l'accord de Monsieur pour être admis dans son école, souhaite accomplir le rite du disciple, écouter les enseignements du maître, recevoir sa transmission, écouter ses conseils, unir les camarades, étudier avec diligence, transmettre et développer la culture nationale. Sincèrement signé, avec le respect de la cérémonie d'initiation. Léo, les mains jointes, leva d'abord les mains au-dessus de ses sourcils, puis s'inclina, une première révérence pour entrer dans l'école, que le soleil, la lune et la grande ours soient témoins, que cela dure éternellement. Une deuxième révérence pour respecter le maître, que le maître et le disciple se tiennent la main, que la lune brillante illumine les 9 continents. Une troisième révérence pour hériter des enseignements du maître, que l'on se souvienne toujours de sa bonté, que ses mérites durent 1000 automnes. Après les 3 révérences au maître, Léo commença à servir le thé selon le rite. « Maître, veuillez prendre le thé. » Charles Bernard, souriant à pleines dents, prit la tasse de thé, but une gorgée, la posa, et tendit une enveloppe rouge à Léo, contenant un chèque de transfert de 88 000 yuans. « Merci, maître. » Léo prit l'enveloppe rouge. « Maîtresse, veuillez prendre le thé. » Isabelle sourit, prit la tasse de thé, but une gorgée, la posa, et tendit une enveloppe rouge à Léo, contenant également un chèque de transfert de 88 000 yuans. « Merci, maîtresse. » Léo prit l'enveloppe rouge. La cérémonie du thé lors de l'initiation symbolisait le respect et la transmission entre le maître et le disciple. Juste après, le maître Charles Bernard prit la règle en main et donna des conseils, une tape sur la tête, pour que l'esprit soit clair et que l'on respecte son métier. Une tape sur les épaules, pour avoir le courage de prendre ses responsabilités, oser penser et oser faire.
Une tape sur le corps, pour agir avec mesure, et procéder dans l'ordre. Léo répondit respectueusement. J'écouterai les enseignements du maître, le disciple héritera certainement de la tradition, et honorera l'école. La cérémonie était terminée. La sublime Zoé Bernard sourit joyeusement. Félicitations papa, félicitations pour avoir trouvé votre disciple de cœur. Charles Bernard, souriant à pleines dents, rit de bon cœur. Aujourd'hui, le dîner familial s'est transformé en fête d'initiation. Léo, tu dois absolument boire quelques verres avec ton maître, et fêter ça comme il se doit. Maître, il y a quelque chose de désagréable, je ne sais pas si je dois le dire ou non. Comme on dit, le maître est comme un père. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Léo, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Léo, d'un air mystérieux. Maître, pour la fête d'initiation d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas boire d'alcool. Pourquoi? Charles Bernard ne comprenait pas. Léo ne pouvait naturellement pas répondre qu'il avait découvert, grâce au système d'alertes universelles, que Charles Bernard avait 2 artères cardiaques sténosées à plus de 70%, et que boire de l'alcool après cela pouvait facilement provoquer une crise cardiaque, et qu'il devait absolument se faire poser un stent. Alors, Léo mentit. Votre disciple a quelques notions de médecine chinoise. En examinant votre visage, j'ai remarqué que vos paupières sont un peu gonflées, que vous avez des rides à la racine du nez, que votre visage est rouge et vos lèvres violettes. Cela indique que votre cœur manque de sang, que vos artères cardiaques sont obstruées, et que vous ne devez absolument pas boire d'alcool. Maître, avez-vous récemment eu des oppressions thoraciques, des difficultés à respirer, des palpitations, et est-ce que les symptômes se sont améliorés automatiquement après le repos? Charles Bernard, en entendant cela, fut surpris. Léo, n'en dis pas plus. J'ai récemment eu des oppressions thoraciques et des difficultés à respirer. Dès que je fais un peu d'activité, je me sens fatigué. J'ai même eu quelques crises d'angine de poitrine. Ne me dites pas que j'ai une maladie cardiaque. Léo, choqué. Maître, vous devez aller vous faire examiner et faire une coronarographie. Il est très probable qu'on vous diagnostique une sténose de l'artère coronaire, et que vous deviez vous faire poser un stent. Le visage de Charles Bernard changea instantanément. Zoé Bernard essuya une sueur froide et dit faiblement. Pas possible. Ma mère est une chirurgienne cardiaque réputée à Shanghai. Si mon père avait vraiment une maladie cardiaque, ne me dites pas que ma mère ne l'aurait pas vu?